Bon, on va peut-être commencer, même si je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas arrivés. Il y a Alexandre qui me demande s'il est en retard. Mais non, on n'est pas en retard, c'est 19 heures. On était un petit peu, nous, en avance pour pouvoir se mettre dans l'ambiance. Voilà, bonsoir aussi à Emma, à Laurent, à Christelle, voilà, Olivier qui arrive. Bon, je vais garder encore 2 ou 3 minutes pour vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas le Club du marketing émotionnel, c'est un espace où on parle de marketing émotionnel, mais pas seulement, hein, où je reçois des invités, des intervenants tous les mois. Et c'est sa 5e saison. Donc on est dans la 5e année de ces réunions mensuelles que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter, à animer, parce que vous êtes toujours, il y a toujours des gens qui sont fidèles au club. Et puis, il y a à chaque fois, bien sûr, des nouveaux. On traite toujours des sujets différents. On a le plus souvent des invités différents. Il y a très peu de gens qui sont venus 2 fois, même si c'est possible. Et puis, on est aussi, bien sûr, soutenu par des partenaires que vous voyez dans l'image qui est derrière moi, qui sont e4Brands, que je représente évidemment, et qui sont Cision France. Je pense que Frédéric va nous rejoindre. Je ne le vois pas dans la liste pour l'instant, mais il est quelque part, il arrive. Et puis qui sont Fan Voice, des gens qui sont fidèles. Bonsoir Olivier, qui vient d'arriver. Et aussi à Léa. Voilà, donc on est sur des sujets, bien sûr, marketing, mais on est aussi sur des sujets com. Hein, et on aborde différents thèmes tout au long de l'année. J'essaye de les renouveler. J'ai aussi, en général, des intervenants de très haute qualité, comme ce soir, et je m'en réjouis. Et donc, nous avons un espace de discussion assez ouvert. Alors, en temps normal, on fait ça en physique dans des endroits sympathiques à Paris. Et on en fait en général un à Lyon. Enfin, on en a fait un à Lyon les 2 dernières années. Et puis, bien sûr, à la fin des discussions, on a le plaisir de partager un verre, de partager une tartine, etc. Ce que malheureusement, cette année a rendu un petit peu compliqué. Donc, nous sommes sur ce format à distance, qui est évidemment un peu moins convivial, et je le regrette, et j'imagine que vous aussi. D'habitude, évidemment, le débat se prolonge et s'anime au fur et à mesure que nous partageons un verre de vin et une tartine. Mais on va rentrer plus rapidement à la maison ce soir. Voilà, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller quelque part dans Paris et qu'on sera rentré tranquillement, sans être mouillé, sans avoir froid, sans avoir pris de risques. Merci donc, hashtag confinement, hashtag restez chez vous. Voilà, alors, je pense qu'on va quand même commencer, on ne va pas attendre. J'aime bien qu'on soit à peu près à l'heure, même si je sais que c'est toujours difficile. Et ce soir, on a donc 2 invités, 2 intervenants, qui sont Gabriel Dabi-Schwebel, le patron fondateur de l'agence 1 minute 30, coucou, et aussi comment dire, le créateur de cette nouvelle méthode acquisition stratégie design, dont il va nous Pas tout parler. seul parce que tu y as bossé aussi et on a été 22 Il y a un avec. collectif, il y a un collectif, oui, mais j'aimerais qu'on en parle justement après, ça fait partie de mes questions. Et puis, eh bien, avec nous, et pour en parler également, Émilie Lecourtois, qui travaille pour Smart et qui nous précisera. Je vais vous laisser vous présenter si vous voulez bien, c'est plus sympa. Et qui nous fera un retour aussi d'expérience sur cette nouvelle méthode, comment ça marche, quels sont ses avantages et les perspectives qu'elle permet d'ouvrir dans l'acquisition de clients. Finalement, un domaine quand même ultra stratégique, évidemment, encore plus sensible sans doute en 2021. Voilà. Alors, Émilie, si tu veux bien nous dire quelques mots sur Smart. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation.
Donc, Smart, c'est une coopérative de travailleurs créatifs et freelance, en fait, qui sont regroupés au sein de la coopérative pour partager des moyens, des outils et développer leur activité en toute sécurité. En fait, ça évite de créer son entreprise. On développe toute son activité au sein de la coopérative. Donc, ça permet de facturer, ça permet de se salarier, de rembourser ses frais, de faire des investissements, de pouvoir travailler avec des collaborateurs quand on répond à des appels d'offres, par exemple. Voilà. Et c'est une coopérative européenne, en fait, qui est implantée dans 8 pays d'Europe. Donc, c'est une des plus grandes communautés de travailleurs dits autonomes qui bénéficient à la fois de l'indépendance de fonctionnement et de la qualité de salarié. Et ta mission pour Smart? Moi, je suis responsable des affaires publiques. Donc, je ne suis pas spéciale, enfin, je ne suis pas une marketeuse. Non, mais c'est bien aussi. Hein. Il n'y a pas que des marketeurs ce soir. Et c'est un concept hyper intéressant, Smart. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à travailler avec vous parce qu'on est vraiment dans le cœur du coopératif. Et là où les boîtes de portage salarial se font des sous sur le dos des freelances et des indépendants, dans un mode plus capitalistique, là, on est vraiment dans une logique coopérative de mettre en commun. Et c'est quand même, je trouve que dans le monde d'après, si jamais on voit un monde d'après, c'est intéressant. Oui, restons positifs sur le monde d'après. Gabriel, tu te présentes aussi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Moi, je suis le fondateur d'Une Minute 30. Une Minute 30 est une agence que j'ai créée il y a 8 ans, donc en 2012. À l'origine, j'étais pionnier sur le concept d'inbound marketing, donc qui consiste à devenir son propre média et à convertir son audience en client. Concept qui, depuis 8 ans, a plutôt bien performé et qui est aujourd'hui plutôt très connu, très utilisé, même parfois trop utilisé. Et HubSpot, qui est à l'initiative de ce concept, a fait un très bon boulot de recruter des agences en France, de se développer, de remplacer finalement le mot web marketing par le mot inbound marketing. Et depuis maintenant un peu moins d'un an, je travaille sur la méthode d'acquisition strategy design que je vais vous présenter ce soir, avec l'idée de dépasser certaines limites de l'inbound marketing. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'inbound marketing quand je me suis lancé parce que moi, je venais des médias. Donc, ça a été hyper intéressant de capitaliser sur la possibilité du digital de devenir un média pour chacun d'entre nous. Moi, je venais de la télé avec des gens qui protégeaient à fond leur fréquence. Quand je suis rentré sur l'inbound marketing, il y avait une vraie opportunité pour chacun de développer un média avec du blog, avec de la vidéo, et ça quasi gratuitement, sans avoir de fréquence, etc. Donc, ça a été une vraie opportunité et HubSpot a vachement développé ce concept-là de dire que on avait une capacité en marketing de devenir son propre média, de se constituer une audience en propre en faisant des contenus intéressants et à partir de ces contenus intéressants, de convertir cette audience pour en faire des clients. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça séduisant et dans l'air du temps. En revanche, je trouve que au fil du temps où le mot inbound marketing s'est vachement démocratisé, j'avais de plus en plus de prospects qui voulaient faire de l'inbound marketing sans vraiment savoir pourquoi. Est-ce que c'était vraiment sans que ce soit toujours pertinent pour eux, parce qu'ils avaient entendu parler d'inbound marketing et c'était pas nécessairement pertinent pour eux, parce que l'inbound, c'est intéressant pour des marques qui ont une clientèle très diffuse, qu'elles ne savent pas toucher directement, qu'on ne peut pas adresser avec une base de données avec 1000 ou 2000 ou quelques milliers de clients. Parce que ça demande aussi d'être sur un sujet qui est capable de produire du contenu, parce qu'il y a des questions qu'on se pose, etc. Donc, qu'on soit sur un marché très étroit où on a très peu de clients, il vaut mieux faire d'autres approches marketing plutôt sortantes, ou quand on est sur des marchés de très grande conso, mais avec des produits sur lesquels il n'y a pas grand-chose à dire, il vaut mieux faire du mass média. Et ces différents arbitrages étaient peu faits et peu compris. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir réfléchir sur une méthode qui permet de construire une stratégie vraiment pertinente selon le client, son marché, ses spécificités. Et c'est ce qui m'a amené à
à imaginer, et puis avec les consultants de l'agence, etc., à développer cette méthode d'acquisition strategy design dont je vais vous parler, et qui aujourd'hui est notre cœur d'activité. Ok. Alors, Gabriel, je t'ai nommé animateur pour que tu puisses partager ton écran. Donc, normalement, tu dois pouvoir le partager si tu veux. Par contre, j'aimerais que tu me renommes animateur derrière ça. D'accord. Pour pouvoir accueillir peut-être les retardataires dans la salle, à moins que tu les vois toi. Moi, pour l'instant, je ne les vois plus arriver. Donc, si tu veux partager ton écran et ensuite tu Ok. switches. Voilà. Alors, comment je Et fais donc, bien ça? sûr, Émilie, tu interviens pour commenter la méthode quand tu le souhaites. Alors, je partage mon écran et je sais, j'ai plus la vision de nous tous. Hop, c'est bon. Et je vois pas, je te vois que toi, c'est bizarre. Et je peux te rendre le truc maintenant? Allez, j'ai quelqu'un en waiting room, j'admit. Et je peux te rendre la main là ou pas déjà? Oui, je crois que tu peux, ouais. C'est Advanced Sharing Option? Non, c'est dans les participants. Tu me renommes animateur. Tu vois la liste des participants. D'accord. Mort. Make host. Ouais. Ouais. Ok. Super. Ça doit être bon. Vous voyez mon écran donc? On voit ton écran. Super. Donc vous voyez la couverture du livre. Je vais aller très vite. Il y a 332 pages. Je vais vous présenter un peu comment il fait le livre et puis et un peu le cœur de la méthodo. Puis après on pourra en discuter avec Émilie qui l'a testé, avec toi et avec vous tous, parce que c'est dans les questions et dans les chances que c'est intéressant. Je déroule un peu le tout début. Et alors j'ai un peu parlé de la jeunesse de la méthode dans le prolongement de ce qu'on faisait sur l'inbound marketing, mais en fait fondamentalement il n'existait pas de méthode simple pour construire un plan marketing. Moi j'ai pas mal cherché sur les blogs sur comment faire un plan marketing, et grosso modo ce qu'on va trouver sur un blog c'est faites un benchmark de ce que font les concurrents, faites un audit de ce que vous faites un brainstorming pour avoir des idées et prioriser tout ça. Donc ça manque de structure, ça manque de cadre, et on avait une vision en plus assez réduite vu qu'on faisait travailler ensemble que le marketing et pas nécessairement les autres acteurs de l'acquisition que sont la communication et les ventes. Donc l'idée de la méthodo, c'est vraiment de pouvoir de façon systémique, en se concentrant, et ça c'est vraiment la grande petite idée parce qu'il y a plein de gens qui le faisaient intuitivement, et grande idée parce qu'on est un peu les premiers à le dire, à vraiment d'abord essayer de comprendre le parcours d'achat et le parcours d'achat du client avec les différentes étapes pour pouvoir bien construire son plan marketing et de fait améliorer le ciblage et la compréhension client. Et on s'est rendu compte avec la méthode qu'il y avait un vrai effet sur notre capacité à mieux cibler et à cibler en particulier des clients plus matures parce que plus avancés dans le parcours d'achat, et donc plus facile aussi à adresser parce qu'ils sont plus avancés, donc ils coûtent moins cher à adresser, c'est une cible plus petite. La méthodo permet aussi de bien définir et de bien prioriser ses actions au regard justement du parcours d'achat, parce que de la même façon que ce qu'on lisait sur les blogs, on va faire des benchmarks, comparer, auditer, avoir des idées, etc. Mais on va pouvoir les structurer selon le moment où on contribue au parcours d'achat, et donc se concentrer en particulier sur les actions qui sont plutôt en fin de parcours avant de se concentrer sur celles qui sont en début de parcours, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis aussi organiser et aligner les équipes marketing, communication et vente. Ça aussi, c'est un énorme biais qu'on voit quand on travaille avec des clients organisés en silo, avec des grosses directions commerciales qui ont peu de budget et des petites directions marketing qui ont des gros budgets. On se rend compte que la relation entre les deux n'est pas toujours extraordinaire, et qu'ils n'ont pas nécessairement une vraie habitude de travailler ensemble. Et en fait, le fait de travailler sur le parcours d'achat, sur cette compréhension du parcours d'achat, force aussi à faire travailler les équipes ensemble au service du client. Donc la méthode est vraiment structurante à ce niveau-là par sa compréhension du parcours d'achat. Je descends assez vite les différentes pages qui s'adressent B2C, B2B,
Il y a une vraie dimension systémique. On s'inscrit dans le prolongement de méthodes d'Alexander Osterwalder comme le business model New Generation, et on s'est inspiré du business model Canva, le value proposition design. Il y a une vraie complémentarité parce que dans un cas, on était sur le marketing stratégique, dans un autre, on était sur le marketing produit, et nous, on est vraiment sur le marketing opérationnel avec Acquisition Strategy Design. Et il y a peu d'outils permettant d'aider les entreprises à construire la stratégie et puis aussi à appréhender les différents leviers. Et il y a une vraie volonté chez nous, entre autres, de justement faire un choix initial entre les leviers comme peut le faire l'inbound marketing ou le growth hacking ou toutes les méthodes à la mode de l'ABM. Nous, on dit qu'il faut vraiment aller choisir sa méthode en fonction de sa compréhension du parcours d'achat. Et c'est pas parce que les flyers et le print est peut-être un peu has-been et qu'on parle que de digital qu'on va pas faire de print si jamais on est un club de sport et que on a un club de sport qui, à la sortie d'un métro, faire du flyers à cette sortie métro, ça restera hyper pertinent, même en 2020. Enfin, peut-être pas en 2020, justement, mais même en 2021, quand on aura le droit de marcher dans la rue et d'aller dans un club de sport, continuer à distribuer des flyers pour faire rentrer des gens dans un club de sport, c'est hyper pertinent parce que les acheteurs potentiels sortent à cette station de métro, habitent dans le quartier et découvrent le club de sport parce qu'on leur a donné un flyers. Et ça a beau être vieux comme le monde, ça marche toujours. Donc, on a vraiment cette envie d'aller retrouver tous les leviers et pas être que concentré sur les leviers digitaux ou les leviers inbound qu'on dit plus permissifs et plus sympathiques, là où parfois de l'outbound bien fait et le fait d'aller envoyer un mail s'il y a du contenu de qualité et s'il est bien ciblé, ça reste aussi très efficace. Et il ne faut pas avoir ces préjugés et ces modes en marketing qui, de mon point de vue, sont limitantes et empêchent les gens de faire les bons choix. Je vais juste vous présenter alors les 4 étapes de la méthode rapidement, et puis à partir de là, on pourra discuter ensemble et échanger, et je suis sûr que Patrice a préparé plein de bonnes questions, et Émilie pourra vous faire des retours d'expérience intéressants sur ce qu'ils ont vécu au sein de Smart. La première étape, et là on s'est beaucoup inspiré d'Osterwalder, on a imaginé un canevas d'acquisition. Donc c'est une dizaine de questions qui permettent de vous aider dans le cadre d'un atelier co-créatif sur des méthodes de design thinking, de vous aider une équipe où il y a un responsable marketing, un responsable commercial, le patron et les différents acteurs de l'entreprise qui sont concernés par l'acquisition, le responsable de la communication, de faire remonter la connaissance qu'a l'entreprise du parcours d'achat des clients, de poser les bonnes questions le concernant sur cette logique de double diamant, et Patrice m'a dit qu'il me poserait une question là-dessus, donc on y reviendra, de faire remonter cette compréhension du parcours d'achat collectivement. Et c'est super intéressant parce que à travers une demi-journée de questionnement, en utilisant cette matrice, ce Canva, on va remonter plein d'infos qui étaient diffuses au sein de l'entreprise et qu'on arrive à concentrer, et ça nous permet à la fin de cette demi-journée de formaliser un parcours d'achat, et un parcours d'achat qui la plupart du temps est suffisant pour construire sa stratégie d'acquisition, parcours d'achat qui pourra être complété par la suite par des études enrichies par du quali, du quanti, etc., mais qui dans un premier temps permet de poser des bases, d'éviter les trous dans la raquette qui sont souvent importants quand on fait juste des plans marketing un peu sans avoir cette structure du parcours d'achat. Et on a défini une façon de formaliser les parcours d'achat avec trois niveaux. Il y a le niveau qui est assez important, qui est celui des étapes de maturité et de ce qu'on veut faire franchir au client pour qu'il progresse dans son parcours d'achat. Et parmi ces étapes de maturité, selon les sujets, on va avoir des étapes différentes. On va pouvoir parler avec Émilie du parcours d'achat de Smart, mais l'une des étapes, c'est de décider de vouloir se mettre à son compte. Dans le parcours d'achat de Smart, avant de chercher une entité pour facturer, il y a une étape forte qui est de se mettre à son compte. Et sur une étape de cette nature, à terme, il faudra se poser la question, est-ce que je veux intervenir là-dessus ou je m'adresse qu'à des gens qui se sont déjà mis à son compte? Donc, c'est ça les questions
que le fait de réfléchir en étape de maturité pause, ça aide à reformuler le ciblage, ça aide à comprendre le séquencement pour aller jusqu'à un achat. Dans d'autres cas de figure, si on est sur un produit couplé, si on est éditeur de logiciel, il faut qu'à un moment, le client ait acheté un ordinateur. Alors cette étape, on la formalise ou on la formalise pas, mais ça servira à rien de vouloir vendre un logiciel à quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur, par exemple. C'est pas le meilleur exemple, mais juste pour dire qu'il y a quand même des logiques de séquencement et des étapes à franchir et qu'il faut bien les identifier. Pour rentrer dans une école, il faut à un moment s'inscrire à un concours. Et on ne peut pas rentrer dans l'école, sauf à rentrer l'année d'après, si on ne s'est pas inscrit au bon moment au concours. Donc, bien comprendre ces étapes de maturité-là et bien comprendre après, et ça c'est plus facile, les actions que le client fait pour franchir l'étape. Et toutes les petites actions, et là on va disséquer l'ensemble de ces actions, tout ce qu'il fait, il va sur Internet, il en parle à un ami, il fait telle ou telle recherche, il utilise tel ou tel mot-clé pour franchir l'étape et avancer. Et puis, dernier élément sur lequel Patrice nous a beaucoup aidé, c'est toute l'expérience émotionnelle que vit un client tout au long de son parcours d'achat. Il y a des moments où il va être dans l'enthousiasme parce qu'il découvre quelque chose, et il y a des moments où il va avoir peur parce que c'est peut-être plus aventinier, et ça peut être intéressant selon le cas de figure de rentrer dans le détail de cette expérience émotionnelle pour ajuster la stratégie, ajuster les messages, le ton de toute la communication pour bien prendre en compte, et les contenus qu'on va partager pour bien prendre en compte la situation et l'expérience émotionnelle du client à ce moment-là. Donc, avec le Canva et toutes les questions qu'on se pose dans le cadre du Canva, on a la capacité de formaliser ce parcours d'achat, ce qui va être hyper structurant pour faire le brainstorming qu'on évoquait tout à l'heure, mais dans un cadre structuré qui est de se dire, quand j'ai mon client que je veux faire passer de l'étape 2 à l'étape 3 et qu'il fait cette action, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à progresser dans cette action? Donc, j'ai ce cadre de ce qu'il fait, et moi, en regard, je réfléchis à ce que je peux faire vis-à-vis du client pour qu'il progresse. Déjà, comment je peux le toucher? S'il fait une recherche sur Internet en utilisant tel mot-clé, je peux essayer de me référencer sur ces mots-clés en lui apportant des réponses à ces questions, parce qu'il ne faut pas oublier que Google est avant tout un moteur de réponse avant d'être un moteur de recherche. Donc, je lui apporte la bonne réponse à ces questions. S'il en parle à un ami, je vais peut-être lui donner des éléments pour en parler simplement. Si il va sur tel ou tel salon, je vais être présent sur ce salon, et je vais pouvoir construire toutes mes idées qui vont faire progresser le client dans son parcours d'achat au regard de ce que fait le client et à quelle étape il est de son parcours d'achat. Et ça permet d'avoir beaucoup plus d'idées et de pouvoir les organiser selon ce parcours d'achat, identifier les bons indicateurs, les bons qui participent dans l'organisation, les bons outils pour faire ça vient toujours souvent dans un deuxième temps, mais on le met à ce moment-là, c'est qu'on a un vrai outil structurant pour brainstormer, pour avoir des idées et pour venir loger toutes les idées qu'on a, ou tout ce qu'on a vu que le concurrent faisait bien et qu'on peut mettre à ce niveau-là, pour venir identifier là où on est bon et là où on est moins bon. Et la quatrième étape consiste justement à prioriser, à identifier là où il faut agir en priorité, et avec ce critère qui est très intéressant lié à la méthode, maintenant qu'on a vu ce parcours d'achat, c'est qu'il va falloir commencer à traiter les points où on n'est pas bon le plus proche de la fin. Parce que typiquement, ça ne sert à rien d'avoir attiré un maximum de monde sur votre site e-commerce si votre tunnel de vente ne marche pas à la fin et que personne ne peut payer. Parce que vous aurez plein de monde frustré qui n'auront rien pu acheter. Et donc, la priorité dans ce cas-là, c'est de réparer le tunnel de vente, de mettre une solution de paiement, parce que sinon, on a un vrai problème. Et de fait, comme ça, on remonte par la fin pour traiter les choses en priorité et s'assurer que dans tous les cas de figure, on ait au moins un service moyen sur les premières étapes avant d'être excellent sur les dernières étapes avant d'être excellent sur les premières. Donc il faut vraiment, et ça c'est une métaphore qu'on utilise dans le bouquin, qui est vraiment moi celle que j'utilise de l'autoroute. Quand on fait souvent appel à des experts, on va avoir un expert qui va chercher à optimiser un bout du chemin et on va construire peut-être, ça c'est la métaphore de l'autoroute, une 5 voies sur les premières étapes,
et après tout le reste sera en chemin de terre. Et ce qui fait qu'à la fin, on aura peu de clients. Si en revanche on a une départementale du début à la fin, on aura plus de passages et plus de clients que si on a une 5 voies d'un côté et un chemin de terre de l'autre. Donc il faut réussir à construire ce parcours de façon homogène pour qu'au fur et à mesure, on ait d'abord une départementale, une voie, puis 2 voies, puis 3 voies, peut-être une 5 voies à la fin, tout au long du parcours. Mais ça ne sert à rien d'avoir des trucs hyper bons et des trucs à côté tout pourris. Voilà pour les grands éléments de la méthode. Ce qui est intéressant aussi, et là je vais aller très très vite au-delà de la méthode je vais voir si j'y arrive avec Zoom qui me ralentit mon écran, sur la page 150 du bouquin où on a fait une cartographie de l'acquisition, où on est allé chercher tous les leviers qui participent à l'acquisition, donc dans les métiers de la communication, du marketing et de la vente, que ce soit des nouveaux leviers digitaux ou des anciens. Alors là, Zoom me fait planter mon ordi, donc ça ne sert à rien. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran et vous montrer ça dans le bouquin physique ou dans le poster qu'on a fait. On a fait à présenter tous les leviers qu'on peut utiliser dans une stratégie d'acquisition. Je vous présente le poster à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez bien. Mais vous avez une jolie vidéo sur le site qui présente ça. Donc on a à peu près 80 expertises. En plus, il est à l'envers, c'est super. 80 expertises, que ce soit le SEO, le SEA, le SEM, le marketing mobile. Ça, c'est pour les nouveaux trucs. Mais on a du sponsoring, on a des relations influenceurs, on a de l'événementiel, on a de l'avant-vente, de la prospection commerciale, du social selling. Et on va disséquer un peu tous ces leviers pour voir comment ils contribuent au parcours d'achat, comment ils peuvent, même en 2021, faire progresser les clients dans leur parcours d'achat, et quand les utiliser, comment s'organiser. Donc voilà, on a essayé de faire un livre, et je dis on parce qu'on était 22, très complet, très riche, pour que vous soyez plus seul face à la multitude de choix que vous pouvez faire quand vous essayez de mettre en place une stratégie d'acquisition marketing. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, c'est un moment qui m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue aujourd'hui. Donc, je pourrais te donner les coordonnées. C'est un pâtissier qu'on voit souvent à la télé, tu vois, chez qui je voulais commander une bûche pour Noël. Donc, quand je les ai appelés, ils m'ont dit, non, il faut commander directement sur le site. Et quand je suis arrivé sur le site, j'ai donc choisi ce que je voulais. J'ai choisi d'aller chercher directement en boutique. Et arrivé au moment du paiement, en fait, il n'y a pas eu de validation du paiement. J'ai eu un problème. Le site tourne en rond. Il y a un problème de connexion. Donc, j'ai tout renseigné. Je me suis inscrit. J'ai tout fait comme on m'a dit. Et puis, j'aurais pas de bûche à Noël, quoi. Ah merde. Donc c'est quand même un vrai sujet, quoi, tu vois, parce qu'on nous présente et on prétend que tout va bien se passer. Alors bien sûr, derrière, j'ai essayé de rappeler la marque et pas la boutique, hein, et là, personne ne te répond. Donc il n'y a pas moyen de savoir si en fait ta commande a été acceptée ou pas. Voilà. Alors, ouais, Jérôme, il fallait que je me déplace en boutique, mais l'expérience aujourd'hui du déplacement, tu vois, elle n'est pas forcément… voilà, on est un petit peu dans l'idée qu'on pourrait au moins commander tranquillement et puis derrière, aller chercher ça. Et oui, merci pour la recommandation. C'est pas cette marque-là, hein. Je tiens à préciser. Mais bon, il y a du travail. Alors, Émilie, toi qui as travaillé justement avec Gabriel sur cette méthode, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Comment tu l'as appréhendé? Comment ça c'est devenu un véritable outil de travail? En fait, le fait d'arriver à prioriser. Alors nous, on est en plus assez… on n'a pas d'équipe marketing dans la coopérative et donc on part d'un peu loin. Donc le travail de Gabriel a été assez impressionnant d'arriver à partir
de 5 néophytes qui étaient autour de la table à nous faire travailler et sortir un parcours d'achat extrêmement cohérent, et surtout d'arriver en fait à prioriser les actions à mettre en place et déceler les trous dans la raquette, comme dit Gabriel, son expression favorite. Donc nous, on a un gros trou dans la raquette qui est vraiment à la fin du parcours d'achat. En fait, on exploitait assez peu le fait qu'on on n'a pas la problématique d'attirer des membres. Nous, on les appelle des membres puisqu'ils sont partie prenante de la coopérative. On pourrait les appeler clients si on regardait de l'extérieur. On n'a pas de mal à les attirer. On a des sessions d'information pour ça qui expliquent le principe. Et elles sont toujours pleines. Donc, ce n'est pas le problème de l'acquisition que nous, on a, c'est le problème en fait, qu'il y a entre le moment où ils s'inscrivent à la session d'information et le moment où ils font leur première facture. Et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, on n'avait effectivement rien mis en place pour travailler la relation avec le membre entre le moment où il est inscrit et donc de facto rentré dans la coopérative et le moment où il facture réellement. Donc, ça nous a permis de lister en priorité les actions à mettre en place et aussi de se rendre compte qu'un des leviers, en fait, si on prend le début du parcours, qui pouvait être de faire connaître le modèle, la solution coopérative et donc ce mode d'entreprendre autrement, ça nécessitait un travail assez important qu'on pouvait difficilement faire tout seul. D'accord, donc merci Émilie. Donc c'était ce travail avec l'aide du maître consultant Gabriel. Alors première question que je voulais te poser, Gabriel, c'est finalement cette méthode, elle est le fruit d'un travail collectif, collaboratif aussi. Est-ce que finalement, et on l'entend dans le témoignage d'Émilie, c'est aussi comme ça que l'entreprise a travaillé avec toi. Est-ce que finalement, c'est la seule façon d'arriver à inventer quelque chose, à aller chercher des idées un petit peu en dehors de ce qu'on se fait d'habitude, de ce qu'on a toujours fait? Alors, je ne sais pas si c'est la seule façon, mais c'est vrai que c'est une de mes consultantes, Virginie Vivier, qui m'a introduit un peu au design thinking il y a 2 ans. Avant ça, moi, j'étais beaucoup dans un mode d'animation d'atelier très one-man show, un peu homme spectacle, à essayer de faire parler les gens les uns après les autres en parlant un peu à leur place pour les aider à parler, etc. Et j'ai essayé de transmettre ça à mes consultants, à ce qu'ils animent les ateliers comme moi, et puis il n'y en avait aucun qui y arrivait. Et ça marchait pas, et je leur disais, mais pourtant c'est facile, regardez, je le fais très bien, et puis non, ils n'y arrivaient pas, puis je leur disais, mais t'as pas besoin de préparer, de toute façon ça va bien se passer et tout, et puis ça marchait pas quand même. Et Virginie m'a dit, bah, tu sais, il y a le design thinking, on va essayer de réfléchir sur comment mieux animer en utilisant les techniques du design thinking qui permettent de détendre l'atmosphère, d'utiliser les post-it, de faire parler tout le monde, de s'assurer que la parole est distribuée, qu'il n'y ait pas les plus grandes gueules qui parlent et pas les autres, etc. Et j'ai découvert ça, on a essayé de structurer à l'époque nos ateliers inbound là-dessus, et puis, ça a été beaucoup plus facile et beaucoup plus de consultants ont réussi à les animer. Et puis, quand il s'est agi de commencer à définir la méthode sur la base de l'intuition que j'avais autour de l'inbound marketing et des limites et du fait que le parcours d'achat était pas assez bien étudié dans l'inbound, parce que trop schématique avec juste les 3 de sensibilisation, investigation, validation. J'en ai parlé avec un de nos consultants, un autre, Christophe Nair, qui lui est très conceptuel aussi comme moi. Donc, on a commencé à dessiner la méthode, à la disséquer, à inventer le canevas. Puis Virginie est intervenue, et elle nous a introduit cette notion de double diamant qui vient, elle aussi, de l'univers design thinking. Et on a construit la méthode un peu tous les 3. Puis après, sur plein de sujets, celui des émotions, tu maîtrises très bien, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les meilleurs experts. On fait appel aux meilleurs experts que tu es sur l'émotion, que d'autres étaient sur la com, que d'autres étaient
sur la vente. Philippe nous a aidés sur la vente d'ailleurs, Philippe de Liège que je salue et qui joue au tennis et pas au basket. Et comme ça, on en a fait un livre où on a pu venir adjoindre différentes expertises. On a voulu être assez exhaustif sur tous les leviers de l'acquisition, dont certains qu'on maîtrisait moins bien que d'autres. Et c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure, c'est devenu un livre collectif à 22. Ok, mais alors on nous dit en commentaire, notamment notre ami Alexandre qui utilise la méthode, on nous dit, mais est-ce que la présence de non-experts, finalement, est-ce que c'est pas ça qui permet aussi d'ouvrir davantage? Parce que là, dans le livre, on se dit, bon, ce sont des experts qui sont intervenus. Est-ce que finalement, les non-experts ne sont pas source d'ouverture d'esprit, d'ouverture des chakras comme, alors, les chakras, est-ce que ce sont des raquettes à trous? Je ne sais pas. Hein, est-ce qu'il ne joue pas un rôle finalement dans cette créativité élargie? On a eu des non-experts dans le livre pour le relire et justement avoir un regard de non-expert sur la lecture pour s'assurer que le livre est le plus lisible par tous. Et donc, on a eu comme ça des questions de non-experts qui nous ont forcés à venir préciser certains trucs, à rendre les choses plus claires, etc. Ça, c'est dans le cadre du livre. Et dans le cadre des ateliers, effectivement, on réunit tous les acteurs de l'entreprise et de l'acquisition, que ce soit au marketing, où là, on peut avoir parfois plus d'experts, mais aux ventes, au commerce, à la communication. Et en fait, tous les gens y compris après au service client aussi, tous les gens qui rencontrent le client sont capables de faire remonter des points de vue, des regards qui vont enrichir, et ça a été le cas d'ailleurs avec l'atelier dans les équipes de Smart. On avait Moira qui était directement en contact des clients, on avait les relations publiques, on avait différents acteurs qui voyaient le client sur un prisme différent et donc qui étaient capables de se rendre compte que le point de vue du client ou les étapes que franchissait le client étaient différentes selon leur prisme. Et c'est ça qui permet, dans ce travail collectif, de reconstituer très vite une vision plutôt assez efficace des parcours d'achat. Émilie, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Non, moi je suis complètement d'accord. En fait, du coup, c'était intéressant de voir tout d'un coup dessiner un vrai parcours d'achat marketing sans être des spécialistes du tout et de manière extrêmement naturelle. Enfin, c'est une très bonne méthode. Alors, il y a Nadia qui nous dit, et j'aimerais bien avoir une définition un peu précise de ce qu'est l'inbound marketing. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans ton parcours, et tu l'as recité à l'instant, je voudrais te poser cette question sur l'inbound. Finalement, est-ce que l'inbound, ce n'est pas un peu terminé? Est-ce que ça existe encore? Alors, pour définir l'inbound, la définition pour que Nadia ait sa réponse. Ouais, l'inbound, c'est construit en opposition avec l'outbound. Donc, inbound, ça veut dire faire venir vers soi. La outbound, ça voulait dire, c'était tout le marketing intrusif. Donc, quand HubSpot a inventé l'inbound, ils ont fait juste réinventer le mot pour push et pull ou pour permissive marketing. Il y avait le marketing push intrusif, outbound, et le marketing pull où on attire vers soi, où il y avait le permissive marketing de Seth Godin qui consistait à dire les gens viennent vers vous et ils vous donnent une permission de les contacter. Moi, ma définition d'inbound, ça a été de dire c'était vraiment l'idée de devenir son propre média et convertir son audience en client. Donc, moi, j'avais dessiné à l'époque, et HubSpot aussi, un entonnoir en 3 étapes. Le premier, c'était construire une audience, puis convertir cette audience en prospect, puis les prospects en clients, avec une vision un peu d'entonnoir. Et avec la vraie nouveauté, et en cela, c'était différent du push et du pull ou du permissive, c'est qu'avec le digital, on avait cette possibilité pour tous de devenir média, à savoir de créer un blog, de créer une chaîne sur YouTube, de créer une communauté sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur un réseau social. Et avec cette audience, l'intéresser en lui partageant des contenus intéressants qui vont répondre à ses questions, qui vont le divertir, etc. Et derrière, plutôt que de faire appel à un média tiers qui fait ce travail d'édition
de créer de l'audience et de faire de la pub sur ce média en interrompant, en devenant son propre média, on peut faire sa pub plus facilement. Et ça, moi, je trouvais, en particulier en 2010, ou même en 2006, quand HubSpot a imaginé le concept, et en 2012, quand je l'ai un peu importé en France, c'était assez novateur de réfléchir de cette façon-là. Et effectivement, aujourd'hui, on a eu... on est plusieurs centaines d'agences inbound, et l'inbound, c'est devenu le nouveau mot pour dire web marketing. Olivier, que je vois dans la salle et que je vois pour la première fois aujourd'hui de visu, avec qui j'ai beaucoup parlé, était bien avant moi une agence web marketing et d'expérience web, etc. Et le mot web marketing a été remplacé un peu par inbound, avec, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, et pour un marketing très bien fait d'HubSpot, qui s'est appliqué à lui-même cette idée de devenir média. Ils produisent depuis longtemps plusieurs articles de blog par jour pour tapisser la toile de plein de mots-clés, pour inonder les gens de newsletters et pour les rendre complètement fans de leur marque. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à notre petite échelle en France, avec un article de blog par jour depuis 8 ans, avec 300 000 visiteurs par mois sur notre site. Donc c'est une stratégie qui marche bien, mais qui est pertinente, comme je le disais tout en intro, plutôt sur une cible de clientèle diffuse et plutôt sur des produits qui permettent de faire du contenu, parce que c'est des produits d'expertise, que ce soit en B2C ou en B2B. En B2C, il faut quand même qu'il y ait une dimension d'expertise. Ça peut être de l'investissement financier, ça peut être du médical, de la chirurgie, du régime, etc. Ça va être très compliqué de faire une stratégie d'inbound pour vendre des stylos Bic. Parce que même si on a un marché diffus, on va avoir du mal à faire des contenus hyper passionnants sur comment est fait mon stylo, sur 10 conseils pour bien acheter son stylo, etc. Oui, bien sûr. Tiens, je voudrais qu'on demande s'il nous entend son avis sur la force du collectif à Laurent. Laurent Chasset, si tu nous écoutes, parce que tu travailles, toi, pour un collectif d'industriels. Et quel est ton avis sur leur capacité collective à créer de nouvelles méthodes, à inventer de nouvelles choses? Je ne sais pas si tu nous entends. Non. Je ne sais pas où il est parti. Bon, il a peut-être fait une pause. Alors, sinon, on peut aussi demander à Olivier son avis sur l'évolution de l'inbound, puisque tu travailles sur l'UX aujourd'hui, mais comme l'a rappelé notre ami Gabriel, tu es là depuis longtemps dans le web. Ouais, en fait, moi, l'inbound, j'avais rencontré Gabriel il y a très très longtemps, en fait, quand tu avais créé ton agence. Et à l'époque où moi j'avais un blog Capitaine Commerce qui drainait pas mal de trafic, et je faisais de l'inbound sans le savoir. Mais aujourd'hui, j'utilise beaucoup, je fais que de l'inbound pour promouvoir mes agences. Moi, j'ai plusieurs agences. Et on fabrique énormément de contenu. En fait, on n'a pas de budget marketing, on n'a pas de budget commercial, on n'a que du budget de création de contenu. Et donc, alors je trouve que en quoi ça a changé. Moi, je suis parti du blog, donc c'était vraiment l'écriture qui a très bien marché à l'époque, et je trouve qu'aujourd'hui, ça marche. Vous m'entendez encore? Ah oui, c'est mes oreillettes qui m'ont lâché en cours de route. Vous m'entendez? Ouais. Donc, mais surtout, il y a une diversification des moyens de communiquer qui est dingue aujourd'hui, on le voit bien, parce qu'on est passé de l'écrit à la vidéo. Alors, je ne parle pas des podcasts parce que c'est vraiment la folie. Là, moi, je viens de lancer 2 podcasts depuis la rentrée parce qu'il y a une vraie appétence des gens pour ce mode de consommation de contenu. Les carousels, les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est devenu beaucoup plus complexe, sans doute, que ça n'était à une certaine époque. Beaucoup plus puissant, on peut vraiment s'amuser avec plein de choses différentes. C'est vraiment fun. Moi, je mets aussi là-dedans les webinars, et puis on met aussi des événements en présentiel. Pour nous, l'inbound, c'est aussi du présentiel. Moi, je ne l'ai pas fait cette année à cause Covid, mais on avait un événement à Lille, le Nord Conversion Day, et on arrivait sur notre seul nom de petite société à attirer 800 personnes.
et c'était aussi de l'inbound, quoi. Donc ça a beaucoup changé, c'est devenu presque omnicanal en tout cas. Ce qui est devenu frustrant, c'est que quand on a connu les années 2000 dans le web, c'était assez facile finalement de se faire connaître parce qu'on n'était pas très nombreux, d'où le succès de mon blog, je pense, entre autres. Aujourd'hui, on se rend compte que la concurrence est telle, il y a une telle profusion de contenu. Enfin, s'il y a des gens ici qui font un peu de veille au quotidien, c'est de la folie. Enfin, moi, tous les jours, je tombe au moins sur 10 articles super intéressants. Donc, j'ai pas le temps de les lire et c'est très, très frustrant. Il y a une profusion de contenu et là où je trouve que c'est devenu très, très compliqué, c'est de démarrer de rien. Autant à une époque, on pouvait démarrer de rien. Moi, j'avais pris le créneau du commerce électronique et voilà, ça marchait tout de suite. Aujourd'hui, c'est pas possible de se dire on va faire un blog ou je sais pas quoi sur une thématique en particulier, puis ça va marcher tout de suite. C'est pas possible. Il y a trop de concurrence. Donc, moi, je trouve que c'est une stratégie marketing qui est vraiment fun. J'aime beaucoup ça, hein, franchement. Je trouve que c'est assez proche du cinéma, enfin du théâtre, de l'écriture. Enfin, il y a un côté très créatif, très amusant à faire. Mais comme disait Gabriel, je suis entièrement d'accord avec lui aussi, ça ne peut pas fonctionner pour tout, quoi. Alors dans le B2B, je trouve que ça fonctionne assez bien, alors surtout sur des métiers comme les nôtres qui sont des métiers d'expertise, on a besoin d'expliquer en long en large ce qu'on fait, enfin c'est assez complexe, donc c'est vrai qu'on a de quoi dérouler. C'est évident, je suis d'accord que pour les stylos BIC, ça va être plus compliqué, mais avec de l'imagination, on peut arriver à parler des stylos en long en large. C'est sûrement possible, mais il faut du talent, je pense, donc voilà. Mais j'ai l'impression que ça marche mieux en B2B, en tout cas qu'en B2C, parce que j'ai pas vraiment en mémoire alors il y en a sans doute, hein, des vraies réussites d'inbound. Il y a Red Bull qu'on peut dire être une stratégie d'inbound. Ouais. Même si c'est après, c'est appelé autrement avec du brand marketing, ce genre de choses. Mais au final, avec tous les événements sportifs qu'ils financent, avec tous les contenus vidéo qu'ils produisent, je crois qu'ils produisent plus de 2h30 par jour, donc plus que TF1 de contenu frais par jour. Ils sont devenus leurs propres médias avec Baumgartner qui saute de l'espace et à travers le fait qu'ils soient devenus la plus grosse chaîne sport, ils sont devenus leurs propres médias et ils convertissent leur audience en clients parce que le logo est présent partout, parce que la marque est devenue hype et cool. On peut dire que c'est de l'inbound, hein, mais après, en tout cas, le concept de devenir son propre média et convertir son audience en client est très bien appliqué par Red Bull, quoi. Alors, merci Olivier pour cette précision et ton amour du fun et de l'écriture et du cinéma. Enfin bon, bref, oui, c'est vrai, on peut faire ça encore probablement en B2B. En tout cas, ça fait partie de ce qu'on fait aujourd'hui pour prendre la parole. Mais si on considère que c'est pas suffisant et que partir from scratch c'est pas possible, c'est peut-être pour ça qu'il fallait une nouvelle méthode finalement, non, Gabriel? Est-ce que c'est en réponse aussi à ce souci-là finalement? Est-ce qu'il fallait changer de méthode? Est-ce que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec ta méthode d'acquisition de stratégie design? Est-ce que tu crois que ça va vraiment permettre à toute taille d'entreprise de se développer et de réussir là où les autres continuent à faire un petit peu tout et n'importe quoi à la fois? Enfin, effectivement, moi j'ai une ambition entre guillemets un peu universelle d'à travers cette méthode de donner les bons outils. Moi, ce que je reproche à l'inbound et à toutes les autres méthodes en soi, c'est que ils imposent une recette sans dire quand utiliser cette recette, en fait. On a l'impression, quand on lit HubSpot, quand maintenant il y a le gros hacking, l'ABM, etc., que c'est des recettes qui marchent à tous les coups, parce qu'ils vont piocher dans quelques ingrédients. Pour l'inbound, c'est le référencement naturel, le community management, le contenu. Pour l'account-based marketing, ça va être l'identification des clients, la segmentation, la création de contenu dédié. Pour le gros, on va être sur de l'A/B testing, ce genre de trucs. Et on part de recettes et on dit que c'est des recettes miracles, quelle que soit l'entreprise, sans vraiment comprendre la nature du marché et de façon fine le parcours d'achat du client et comment structure le client. Donc il y avait plein d'intuitions intéressantes dans l'inbound, à la fois
cette nouveauté qui était de dire utiliser le digital pour devenir votre propre média, ça c'était quand même génial. Et arrêter de dépendre de médias tiers. Vous pouvez être votre propre Monde, être votre propre TF1 et créer votre propre journal et créer votre propre audience. À partir de là, vous pourrez parler de votre sujet de niche qui n'intéresse pas les autres et créer une communauté et donc créer cette communauté de clients, d'acteurs, de prescripteurs. Donc ça, c'est génial. Sauf que, comme on l'a dit et comme on l'a évoqué avec Nadia, ça ne marche pas pour tout le monde, que ça, c'est pas dit. Et que, en revanche, et ça, c'est l'ambition de la méthode, c'est de se dire, le fait de partir du parcours d'achat du client, de bien le disséquer, de bien comprendre les étapes de maturité, les actions qu'il fait, ses émotions, et de venir réfléchir action par action sur qu'est-ce que je peux faire pour le faire progresser, ça marche à tous les coups. Parce que qu'on soit en B2B ou en B2C, il y a un parcours d'achat. Que quand on a disséqué ce parcours d'achat et on se rend compte que telle action est pertinente, ça peut être, comme je le disais en intro, du flyers, de l'email, du contenu, de l'inbound ou de l'outbound ou de l'ABM, ben on va reconstruire sa propre recette. On a perdu le son, j'ai l'impression, non? Mute. Excuse-moi, j'ai appuyé sur le bouton. Je disais que, contrairement aux recettes de type inbound où on va te dire d'utiliser des ingrédients parce que tu les as dans le frigo ou parce que c'est ceux qui sont à la mode, là, tu vas reconstruire ta propre recette avec les bons ingrédients qui correspondent à ce qu'utilisent tes clients et à ce que font tes clients dans son parcours. Et je reprends l'exemple du fly, de distribuer des tracts à la sortie du métro. Si tu as une salle de sport qui est pas loin de cette sortie de métro, c'est la meilleure chose à faire et c'est ce qui te coûtera le moins cher. Et ce sera mieux que n'importe quelle pub sur Facebook, ce sera mieux que n'importe quelle ad sur Google ou que d'aller faire des tétrachiers de contenu pour être bon en référencement naturel. Et pourtant, c'est has-been. Où tu peux mettre un mec avec un panneau comme au début du XXe siècle, ça marchera mieux. Et ça, tu sais que ça marche mieux, pas parce que c'est à la mode, mais parce que tes clients, ils passent par cette sortie de métro. Donc, tu nous dis finalement, il faut quand même d'abord analyser ce que font tes clients. Finalement, il faut quand même le comprendre. C'est vraiment, c'est ce que je disais, la petite grande nouveauté de la méthode. C'est de se dire, le parcours d'achat, le parcours client, c'est joli pour faire des jolis slides, ou pour analyser ce que fait un client dans un supermarché quand il se balade dans Ikea, ben on le fait passer par-ci et par-là. Mais c'est aussi indispensable pour faire une stratégie d'acquisition. Et toutes ces étapes de réflexion, à qui il en parle, pourquoi il arrive à ce besoin, quel est son problème et comment il chemine jusqu'à l'achat, c'est indispensable de comprendre ça pour faire sa stratégie d'acquisition. Et avec le canevas d'acquisition, on donne les bonnes questions pour reconstruire ce parcours. Et c'est ça notre vraie nouveauté. Émilie, c'est aussi ton avis? C'est ça la vraie nouveauté? Je ne sais pas comparer du tout, mais étant néophyte en la matière, effectivement, j'avais très peur de me retrouver face à un plan d'action à mettre en œuvre extrêmement complexe et partant de très loin. Et c'est là où c'était extrêmement rassurant après avoir bossé avec Gabriel, c'est que c'est relativement atteignable et on ne réinvente pas complètement le fil à couper le beurre. Et ça, c'est important. Pour autant, il a fallu lui donner un peu d'informations sur ce que faisaient les membres de Smart, non? Comment ils agissaient, mais c'est du bon sens. En fait, c'était du bon sens de effectivement découper étape par étape ce que nos futurs membres ou clients font pour nous découvrir, comment ils progressent. Et on est arrivé avec plein d'idées en tête, et puis en se disant, mais on arrivera, si on doit faire tout ça, ça va prendre des années. Et notamment, il y a souvent cette pensée magique de penser qu'un outil technologique pourrait résoudre toutes les difficultés. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a des petites choses à mettre en place qui vont prendre beaucoup moins de temps et qui vont apporter leurs fruits beaucoup plus rapidement. Donc, c'est ça que je trouve très appréciable, moi, dans la méthode, quoi. C'est de prendre à partir de ce qu'on a sans tout révolutionner
et de phaser, quoi. Justement, la Lune est allée décrocher, ben, on peut l'envisager, mais voilà, on va l'envisager pour beaucoup plus tard. Et en attendant, on va continuer à progresser. J'aimerais demander à tout le monde ici, enfin à part vous deux, si vous avez une idée précise de comment un client est devenu client. Moi, j'aimerais bien qu'on... Non, mais c'est vrai, parce que moi, ma réponse, c'est toujours la même, c'est de dire oui, oh, bah, c'est quelqu'un qui m'a recommandé, ou c'est du bouche à oreille, mais ce n'est pas très précis quand même, hein. Est-ce que vous avez... vous qui avez des clients, là, tout le monde, hein, est-ce que vous avez une analyse assez fine, assez précise du parcours du client? Est-ce que déjà vous avez déjà fait ça, ou est-ce que vous êtes un peu dans le brouillard, comme c'est plus mon cas? Moi, je peux répondre sur un truc parce Oui. qu'en fait, j'ai découvert l'agence de Gabriel justement parce que je commençais à m'intéresser à savoir quelle stratégie de marketing il faudrait qu'on déploie. Et c'est à travers tous les contenus qui sont sur le site et sur le blog, et à force de télécharger des livres blancs et de participer à un premier webinaire, en fait, c'est vraiment sa stratégie de contenu qui a été payante, là. Tu vois, Gabriel, l'inbound, ça marche quand même, hein. Ah, mais moi, je trouve ça génial quand c'est au bon moment, au bon endroit, avec le temps à lui consacrer, parce que comme le disait Olivier, aujourd'hui, ça prend quand même vachement plus de temps qu'avant, compte tenu de la concurrence. Il y a Philippe qui a fait un petit commentaire dans le chat que je trouve intéressant, où en disant que la méthode ne semble pas utiliser ce qui est déjà fait par la boîte et le fait qu'il y ait un existant. Si justement... quand on fait ce travail-là et qu'on fait le dit de la fin de là où on est bon, là où on n'est pas bon et les trous dans la raquette, ben quand il y a un existant et qu'on est bon sur cet existant et que les clients franchissent bien cette étape-là, ben on n'a pas besoin d'aller travailler dessus. Même si on a plein de super bonnes idées, c'est pas la priorité. La priorité, elle est là où on n'est pas bon. Donc cet audit, il est fait. Et c'est en cela que c'est effectivement... Et ce que disait Delphine là-dessus est pertinent, mais trop souvent, il y a des clients qui veulent refaire des choses qui ne sont pas si mal et qui continuaient à avoir des énormes trous à côté, quoi. Donc, le nombre de clients qui veulent refaire leur site alors que le site n'est pas si mal, parce que c'est le côté qu'ils voient, c'est le côté sympathique, et qu'à côté de ça, il n'y a pas de marketing automation, il n'y a pas d'emailing, les commerciaux sont tout pourris, enfin, j'en sais rien. Ben non, la priorité, ce n'est pas le site. Trop souvent, moi, je me rappelle, et c'est assez vieux, c'était une école d'hypnose qui venait me voir pour refaire son site et pour refaire de l'inbound marketing, alors qu'ils étaient plutôt pas si mal là-dessus. Et en revanche, je suis venu chez eux dans les locaux de l'école, et c'était un appartement pourri au fin fond du 19e, très loin de là où j'habite. La reco que j'ai faite en sortant de cet atelier de marketing, c'est ne refaites pas votre site, mais allez trouver des locaux. Vous voulez que des gens viennent dans votre école et vous les accueillez dans une cité du 19e, dans un appartement privé. Comment vous voulez qu'ils aient confiance? Et ça, c'est parfois, parce qu'on a ce discours technologique, on a le discours de la mode, on a le discours de la nouveauté, on ne se rend pas compte qu'un client, pour aller dans une école, il est aussi intéressé par où ont lieu les cours, dans quel cadre il est accueilli, est-ce que c'est facile d'accès en métro, et qu'il ne va pas s'inscrire, même s'il a vu le meilleur site, parce qu'à la fin, et ça rejoint ce que tu disais pour Cyril Lignac ou je ne sais pas quel pâtissier, à la fin, il va pas finir son parcours juste parce que le lieu où on l'accueille n'est pas bon. Et que ça ne sert à rien de faire un 4e site internet en se disant qu'il devait être meilleur, alors que... Je n'ai pas cité de nom tout à l'heure. J'ai fait un guess. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Mais c'est intéressant de le préciser. Effectivement, il y a donc des trous dans la raquette, cher Philippe, et il faudrait regarder les trous. Mais j'ai une autre question, puisqu'on a quand même aussi regardé un petit peu le ressenti émotionnel, le up and down que vit le futur client quand il est dans ce parcours. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'idée qu'il y a des gens
qui malheureusement, hein, dans le parcours, abandonnent finalement. Hein. Et on pense tous qu'il y en a trop d'ailleurs, et, et c'est une évidence. Mais comment est-ce qu'on peut savoir pourquoi et à quel moment? Est-ce que ça fait partie aussi de la méthode? Bonne question. Est-ce qu'on arrive à identifier des points de friction ou des points de déception, de difficulté que rencontre ce qu'on va appeler un prospect ou un lead, et avant d'arriver jusqu'au bout, quoi? Non, alors pour répondre clairement, la méthode ne va pas dans ce niveau de détail sur identifier du point de vue du client là où il y a des pertes. On est du point que sur la partie audit, on est beaucoup plus du point de vue de l'entreprise pour identifier les endroits où on pense qu'on est bon et les endroits où on pense qu'on est moins bon. D'accord. On n'a pas ce travail-là d'identifier du point de vue du client là où il y a des frictions, là où il y a des pertes. En tout cas, pas dans cette méthode, parce que alors là, tu m'amènes à introduire un nouveau sujet qu'on est en train de travailler en méthodo, parce que j'ai vraiment pris plaisir avec ce bouquin sur le fait de construire des méthodos et de donner des guides pratiques pour travailler. On est en train de bosser sur un bouquin qui s'appelle Customer Experience Design, et qui cette fois-ci est une méthode pour auditer l'expérience client et aller chercher ces frictions-là. Et dans cette méthode, qui elle aussi va être en 4 temps, on a un premier temps qui va être d'abord d'identifier les bons clients et de se dire que ça ne sert à rien de travailler une expérience client sur des mauvais clients, et qu'il faut d'abord bien sélectionner avec quel client on veut bosser et quel client on veut enchanter, plutôt que chercher à enchanter tous les clients, et y compris certains qui seront toujours des irrités et donc qui auront toujours des irritants. Typiquement, moi, je sais que mon agence, elle n'est pas bien faite pour bosser avec des startups, parce que les startups, ils veulent tout pour tout de suite, pour pas cher, et qu'ils ont l'habitude de bosser jusqu'à minuit, et que mes équipes et mes chefs de projet, je ne peux pas les payer pour qu'ils bossent jusqu'à minuit. Donc, une startup, ça va toujours mal se passer. Même s'ils sont prêts à payer de l'argent sur de l'opérationnel, ça va toujours mal se passer avec une startup. Donc ça peut marcher en conseil, mais sur l'opérationnel avec une startup, on sera toujours trop lent, et donc c'est pas nos clients idéaux. Donc ça sert à rien d'essayer d'attirer plein de startups, et d'essayer de satisfaire les startups, parce qu'on n'y arrivera pas. Et donc il faut choisir nos clients qui sont des structures peut-être moins innovantes, plus anciennes, des ETI, des grands comptes, mais pas les startups. Et ça, c'est la première étape de cette méthode, c'est d'identifier ces bons clients. Puis la deuxième, et ça rejoint ce que tu disais sur voir là où il y a des frictions. Et là, on ne va pas s'intéresser qu'à l'acquisition, mais on va s'intéresser à l'ensemble du parcours client, y compris au parcours d'usage, identifier les frictions du point de vue du client et enlever les irritants. Et c'est une fois qu'on a fait ça qu'on peut commencer à penser à l'enchantement, à savoir à rajouter des éléments dans l'expérience qui créent un bouche-oreille positif. Donc ça, c'est l'objet d'un deuxième livre sur ce sujet-là. Super, mais c'est annonciateur de la suite, c'est magnifique. Il y a 4 livres en cours. Émilie, tu veux dire quelque chose? Je m'emmerde avec la Covid, alors j'écris. Bien. Est-ce que Émilie, tu peux nous dire quelque chose sur comment sélectionner les bons clients, comment mieux travailler avec eux, comment mieux les comprendre? T'as pas le micro, Émilie. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui lui parle en même temps, peut-être. Ah, pardon. Non, je le coupe. En fait, c'est par habitude, pardon, pour pas brouiller. Nous, on réfléchit. Alors, moi, déjà, je ne travaille pas en direct avec les membres, et on ne réfléchit pas tellement en fait sur ces questions, de ce point de vue-là, puisqu'ils sont sociétaires de la coopérative. Donc c'est difficile. C'est pas, on se place pas tout à fait. C'est pas pertinent. Tout le monde est bon client, en fait. Je pense que les équipes opérationnelles vous diraient pas ça forcément. Ah oui, mais c'est assez intéressant, parce que on nous dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce travail
avec différents stades de maturité du client. Finalement, c'est quand le client vient juste d'arriver, quand il est déjà un peu plus fidèle, ou alors quand il est purement one-shot ou irrégulier. Comment est-ce qu'on peut aller voir un petit peu son parcours, parce que son parcours est peut-être aussi différent en fonction de ça, ou sa fidélité est peut-être impactée par le parcours qu'il avait au départ. Mais bon, laissons ça de côté, puisque Gabriel est en train d'y travailler pour un nouvel ouvrage. Et j'aimerais, Gabriel, qu'on revienne sur dans cet ouvrage avec grand plaisir aussi. Merci, c'est gentil. Mais j'aimerais qu'on revienne, avant ça, sur cette idée du double diamant, parce que c'est un concept central, je crois, dans la méthode. Et moi, j'aime bien cette idée de diverger pour converger ensuite. Comment est-ce qu'on arrive à maîtriser ça? Alors, quel est ton retour par rapport à déjà, peut-être aux différents clients que tu as conseillés, que tu as accompagnés? Comment est-ce qu'ils arrivent à accepter cette idée de divergence puis de convergence? Comment tu manies cet outil-là? Alors, si tu es d'accord, je vais présenter quelques slides là-dessus. Oui. Je dois pouvoir refaire du partage d'écran parce que ce sera plus facile. Il faut que tu me redonnes la main. Ouais, je suis en train de le faire, voilà. Yes. Stop. Ouais, alors sur le double diamant, on est sur c'est le Design Council britannique qui a inventé cette figure en 2004 et donc qui fait partie des outils et des méthodes du design thinking. Et comme le disait Patrice, on a cette notion de divergence pour identifier la nature du problème, une première convergence pour dire c'est ce problème-là qu'on traite en priorité, et avec les différentes solutions qui peuvent avoir lieu à ce problème. Là je ne suis pas sur la façon dont on l'utilise nous, mais comment il est utilisé en design thinking. On a un problème, on a une divergence sur toutes les solutions qu'on peut utiliser, puis une convergence pour dire c'est cette solution qui est plus pertinente, et après une divergence sur comment on déploie cette solution, et une convergence sur voici comment on la déploie. Donc il y a vraiment cette idée que c'est des successions de divergences-convergences qui permettent d'affiner les projets et d'aller se concentrer sur je fais un proof of concept sur le projet qui nous semble le plus pertinent parce qu'on a divergé, convergé, redivergé, convergé pour trouver les bonnes solutions. Donc ça, c'est comment le design thinking l'utilise. Et nous, on s'est rendu compte que dans un parcours d'achat, un client avait cette démarche-là aussi. Il partait d'un problème, même s'il ne le faisait pas dans le cadre du design thinking, il partait d'un problème. Typiquement, si on parle d'un parcours d'achat d'un client d'1 minute 30, il part d'un problème où il constate qu'il n'arrive pas à avoir assez de clients ou qu'il n'arrive pas à arbitrer entre les différents leviers d'acquisition, qu'il y a des gens qui lui disent que l'inbound c'est bien, que d'autres disent que l'ABM c'est bien, que d'autres disent que c'est le gros hacking c'est bien, etc. Et qui ne savent pas comment s'en sortir pour attirer plus de clients. Donc, ils vont commencer à chercher, identifier plein de solutions et puis décider de consacrer un budget. Parce que la première chose qu'ils vont faire, c'est déjà de voir qu'il y a des réponses à ces problèmes, qu'il y a peut-être des agences marketing qui le traitent, etc. Et donc mettre un budget là-dessus, décider d'investir, et puis après ils vont choisir leur agence, découvrir notre méthodo et choisir 1 minute 30 plutôt qu'une autre. Donc on va avoir quand même ces étapes de je décide d'investir, j'identifie mon problème et je prends conscience de mon problème. Je décide d'investir pour traiter ce problème-là. Parmi tous mes autres problèmes, c'est celui-là que je traite en priorité. Et après, je cherche une solution à ce problème et j'acquiers une solution. D'où ces 2 étapes de divergence, convergence, divergence, convergence, et qui sont celles qui vont nous aider après à structurer. Je vous ai dit qu'on avait créé un canevas d'acquisition avec une dizaine de questions. C'est autour de ces 2 étapes de découverte du problème et de résolution du problème qu'on a imaginé notre canevas, avec des questions qui sont qui découvre le problème et comment. Et là-dessus, ça rejoint la notion de persona qu'on utilise beaucoup en inbound marketing et qui, comme le terme inbound marketing, je trouve aujourd'hui, c'est un terme assez galvaudé. C'est qu'on ne sait plus très bien qui sont les personas par rapport aux cibles, etc. Là, ce qui est intéressant, moi, je trouve que dans les parcours d'achat,
on va beaucoup plus loin que la persona, parce que la persona, c'est une photo d'un client potentiel, alors que quand on travaille le parcours d'achat, on est vraiment dans de la vidéo et on va mettre en musique l'ensemble des personas de façon séquencée et pas de façon photographiée sans mouvement. Donc, on est vraiment sur une réflexion sur le mouvement. On va réfléchir sur comment elle s'implique dans le problème, comment il rend un problème prioritaire, quels sont les mots-clés génériques utilisés pendant la découverte du problème. Il faut lire le Canva diamant par diamant, en fait, et pas dans la longueur. Et puis après, comment s'effectue la recherche de solutions, quels sont les critères, comment s'effectue la prise de décision, quels sont les mots-clés spécifiques associés. Et puis après, les questions de temporalité sur dans quelle temporalité se fait la décision d'investir et dans quelle temporalité se fait la décision d'achat. Donc on a autour de ce double diamant qui est franchi par le client lui-même, nous-mêmes on fait une démarche en double diamant dans le cadre de l'atelier, parce que si on fait le parallèle avec la méthodo, le travail sur le canvas c'est un moment de convergence, de divergence, parce qu'on cherche tout ce que peut faire le client en faisant parler tout le monde. On fait une première étape de convergence quand on crée et on formalise le parcours d'achat. Puis on a une deuxième étape de divergence quand on travaille sur la matrice d'acquisition, où on vient chercher toutes les idées qui vont pouvoir faire progresser le client dans son parcours d'achat. Et puis on a de nouveau une convergence qu'on priorise. Donc chez nous, le double diamant, il est à la fois imbriqué dans la méthodo et à la fois dans la manière dont on pose les questions qui permettent de comprendre le parcours d'achat. Voilà pour et je me rappelle plus de ta question initiale. Mais c'était ça, c'était sur la divergence, la convergence. Quelle est comment ça se passe avec un client comme Émilie? Est-ce qu'elle accepte facilement ce modèle-là? Est-ce qu'effectivement ça permet d'ouvrir tout un tas de possibilités sans être trop frustré par la convergence? Moi, l'expérience que j'ai de ça, c'est qu'il y a, en termes d'émotion, hein, bien sûr, il y a une forme d'excitation dans la divergence. Hein, ça part un peu dans tous les sens, chacun a envie de dire quelque chose. Et puis quand même, quand on arrive au moment où il faut reconverger, il faut effectivement faire des choix, est-ce que ça ne génère pas un peu de frustration, un peu de déception pour ceux qui voient leurs idées laissées de côté ou leur intention finalement ne pas être une priorité, quoi. Comment vous avez vécu ça? Comment, Émilie, tu l'as vécu avec tes équipes? Alors, nous, c'est vrai qu'on a beaucoup fourmillé d'idées. Hein. Je pense d'ailleurs on rentrait difficilement dans le timing, ça dépassait toujours un peu. Non, je crois que la grande capacité là, c'était d'arriver à faire converger avec une synthèse de toutes les idées un peu. Du coup, j'ai pas l'impression, tu me diras si tu es d'accord, Gabriel, ou pas, mais que ça a été compliqué. J'ai plutôt l'impression que ça faisait consensus, en fait, ce qui se dégageait sur la convergence. Et c'est tout l'intérêt de la méthode, hein, je pense. Donc là, ça s'est dégagé assez facilement? En tout cas, c'est le sentiment que ça donne quand on y participe. Après, peut-être que comme on n'est pas des spécialistes du marketing, il n'y a peut-être pas de velléité non plus à ce qu'une idée sorte plus qu'une autre. C'est peut-être, il n'y a peut-être pas de question d'ego de ce côté-là. Je ne sais pas. Gabriel, comment tu gères ça? Comment tu fais pour sortir un signal faible, peut-être, tu vois, qui serait finalement le point sur lequel il faudrait insister? Tout à l'heure, dans ton exemple, tu disais, bah oui, mais si on commençait par avoir des locaux qui ressemblent à des locaux, peut-être ce serait mieux. Mais ça, personne ne l'avait vu, hein, apparemment. Comment on fait pour faire sortir des signaux faibles qui sont finalement décisifs dans le parcours? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord la méthodo, hein. Et à travers les questionnements du Canva, il y a quand même plein de choses qui ressortent et des questions que souvent les clients ne se sont pas posées. Et ça fait remonter des choses sur le parcours d'achat et la compréhension du parcours d'achat. Ça, c'est, on va dire, sur la première divergence-convergence. Finalement, c'est là, il y a personne qui est frustré parce que à travers les questions du Canva, on a fait remonter de l'info, de la compréhension et on l'a formalisé dans le parcours d'achat. Et là-dessus, il y a personne qui peut dire j'ai une idée, on l'a pas prise en compte.
Là-dessus, on est plus sûr, on a fait remonter de l'info ensemble et on l'a formalisé. Et la difficulté dans cette formalisation-là, c'est de bien identifier les bonnes étapes de maturité, parce que les actions du client, c'est assez facile. Les émotions, quand on se pose la question par rapport à chacune des actions, on y arrive à peu près, même si après, ça vaut le coup de vraiment creuser avec un client, avec du quali, d'aller plus loin, mais on y arrive à peu près. Mais là où on peut se planter parfois, c'est vraiment sur les grandes étapes. Je vous donnais des trucs simples sur acheter un ordi avant d'acheter un logiciel, mais il y a des cas plus compliqués. Et le séquencement des étapes est un truc un peu tricky, mais sur lequel c'est intéressant d'en discuter et puis de s'assurer que tout le monde est d'accord sur ce sur quoi on arrive, avec très souvent effectivement là on a bossé récemment avec un assureur et des éléments qu'ils avaient oubliés pendant très longtemps, c'était entre le moment où le gars il a un sinistre et il n'est pas content de son assurance et il commence à réfléchir à changer, ou il en discute avec un courtier pour changer, et le moment où peut-être 6 mois après ou 1 an après, son contrat arrive réellement à échéance et il peut en changer, il y a tout un temps long qui est jamais pris en compte par les courtiers. Et ça, on l'a identifié quand on travaillait sur les parcours d'achat et on s'est dit, tiens, ça vaudrait le coup de mettre du marketing automation, de mettre des timings pour rappeler, etc., pour rester présent. Donc, on est beaucoup dans cette découverte de, oui, entre le moment où il a le besoin, il a le sinistre et il est emmerdé, et le moment où il peut renouveler, il se passe un truc et il y a une étape à franchir et il ne faut pas l'oublier, celle-là. Donc, ça, c'est, on va dire, sur les premières étapes de divergence-convergence, c'est souvent d'être bien capable de distinguer les bonnes étapes et de ne pas aller trop vite. Ou un autre exemple, c'est pour une marque de montre qui faisait de la montre mécanique de luxe, mais accessible. Et on s'est rendu compte, en travaillant bien sur les étapes du parcours d'achat et qui étaient les clients, etc., qu'en fait, leurs clients, ce n'étaient pas des primo-acheteurs de montres mécaniques qui voulaient découvrir les montres mécaniques, mais en fait, c'était que des gens qui avaient déjà des collections. Et qui, pour compléter leur collection, avaient envie d'une montre mécanique d'un certain type moins cher. Et en fait, ils se sont rendus compte que là où ils voulaient être démocratiser la montre mécanique, ils étaient achetés par des collectionneurs de montres mécaniques, parce que malgré tout, une première montre mécanique, ça va être une Rolex, ça va être la montre héritée du grand-père. Là, j'étais sur un marché de l'homme, plutôt que de s'acheter une première montre mécanique qui est à la fois pas chère pour une montre mécanique de luxe, mais beaucoup trop chère par rapport à une Swatch. Et ça, en disséquant le parcours d'achat, on s'est rendu compte de ça, ce qui leur a permis de concentrer leur stratégie marketing sur les collectionneurs. Et de fait, c'est beaucoup plus facile à adresser un collectionneur de montres que d'adresser n'importe quel homme qui pourrait acheter une montre mécanique. C'est ce que disait Philippe dans le chat quand il disait c'est des gens qui ont conscientisé le fait qu'il faut faire du social media. Ils ont eu un peu cette démarche-là. Après, sur la deuxième étape, quand on va travailler sur la matrice d'acquisition, que tout le monde va donner ses idées sur ce qu'on pourrait faire pour faire progresser le client, là, il peut avoir un peu plus de frustration, dans le sens où il y a certaines idées qu'on va reprendre dans le plan d'action et puis d'autres qu'on ne va pas reprendre. Mais là, du fait qu'on apporte le cadre méthodologique de la dissection du parcours d'achat, de là où on est bon, là où on n'est pas bon, etc., cette priorisation, elle va être faite de façon structurée, mais conscientisée. Et en fait, ce n'est pas l'idée de machin qui est bonne ou qui est mauvaise, c'est sur cette étape-là, on n'est déjà pas mauvais, donc ça ne sert à rien d'investir, on ne va pas refaire le site web. En revanche, sur cette étape où le client il vient dans les locaux et il s'apprête à signer, et il se rend compte que les locaux sont tout pourris, cette fois-ci, c'est là où il faut agir parce que les locaux sont tout pourris. Donc, le fait d'appliquer un audit étape par étape, où on regarde si on est déjà bien, si on n'est pas bien, et si cette idée coûte cher ou pas pour la faire, etc., on vient assez facilement travailler ces priorités-là, quoi. Alors Olivier, j'aimerais bien avoir ton avis sur ça, parce que toi, tu es de l'autre côté, si j'ose dire, du parcours. Tu regardes surtout le parcours au sens de user experience, de l'utilisateur, du client. Est-ce que tu fais aussi ce travail un petit peu d'analyse
avec ce système double diamant? Est-ce que ça te parle? Comment tu vois ça? Le système de double diamant, non, moi je viens de découvrir ce soir. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais là je l'ai vu dans le détail. Nous, on analyse beaucoup les parcours utilisateurs digitaux, puisqu'on est une agence de UX. On utilise des méthodes Kali. Donc, quand je dis des méthodes, c'est une, hein, c'est le test utilisateur, qui est une méthode d'ergonomie qu'on a fini par détourner parce qu'en fait, comme nous, on est une agence qui travaille pour essentiellement des entreprises privées qui font du e-commerce, du e-business. Donc, ce qui n'était au départ que des tests d'ergonomie sont devenus vraiment des tests d'expérience client. Et en fait, sur des tout petits panels comme ça de 12 personnes, donc c'est des interviews d'une heure avec 12 personnes, donc ça dure 2 jours en général pour faire ça. On arrive à pas mal comprendre les comportements. Alors, on ne peut pas généraliser tout ce qu'on détecte parce que c'est des tout petits échantillons, mais Gabriel parlait tout à l'heure je ne sais plus qui parlait, c'était Gabriel qui parlait du tunnel de commande tout à l'heure. Voilà, on va détecter très très vite des freins qu'il peut y avoir, des éléments bloquants sur un parcours utilisateur. Et des fois, c'est assez étonnant de voir que c'est vraiment des toutes petites choses qui peuvent détourner un client d'un site web, notamment des problématiques de mots. Moi, j'aime bien sortir ces exemples-là de vocabulaire. Moi, je me souviens un jour d'un test où une personne n'arrivait pas à franchir un tunnel de commande parce qu'elle ne comprenait pas le mot commune au lieu du mot ville dans l'adresse de livraison. Comme quoi, vraiment, ça ne tient pas à grand-chose en général. Et donc, cette approche-là, nous, on l'utilise beaucoup quand on fait de la refonte de site ou de l'audit de site. Et elle nous aide vraiment à voir de manière très précise les défauts d'un site, en fait. Et on couple ça, en général, au Web Analytics, mais qui sont bien pour voir dans les grandes masses ce qui se passe sur un site. On arrive à comprendre les points de fuite, par exemple. Mais on n'a pas l'explication. Et donc, le test utilisateur vient souvent nous donner une explication. Alors, pas toujours, parce qu'en e-commerce, il y a beaucoup de facteurs qui influencent l'achat. Tu posais la question tout à l'heure, comment un client devient un client? Et je ne voulais pas t'interrompre, mais j'avais très envie de répondre parce que nous, on a un mal fou à savoir pourquoi, en fait. Je fais une petite aparté comme ça, mais c'est fou comme c'est compliqué de savoir pourquoi quelqu'un, alors surtout en conseil, je pense, où le cycle des décisions d'achat il est très très long, pourquoi quelqu'un vient vous voir en fait. Alors on fait la demande systématiquement à nos clients, pourquoi vous êtes venu nous voir, comment vous nous avez trouvé, etc. On a les réponses, mais ça n'explique pas grand-chose en fait. Mais voilà, donc pour revenir à ce qu'on fait, nous, c'est vraiment de regarder les gens, on les met devant un écran d'ordinateur, devant un smartphone, plus rarement devant une tablette, et ça permet, en leur demandant vraiment d'accomplir des tâches basiques, de trouver un produit, utiliser les filtres. Là, je parle vraiment de retail, mais nous, on travaille aussi beaucoup avec les assurances. C'est intéressant parce que les assurances, c'est des produits très, très complexes que les gens ont du mal à comprendre, ou les mutuelles, par exemple. Donc, on les observe et puis on arrive à détecter en fait ce qui ne va pas dans le parcours. Et souvent, encore une fois, c'est vraiment des problèmes de clarté, des problèmes de clarté qui induisent notamment des problèmes de confiance, ce qui peut être très cinglant dans la réaction de l'utilisateur si la confiance n'est pas là, et notamment sur des produits complexes, mutuels. Nous, après, on ne fait pas tellement de produits, on ne fait pas le luxe, par exemple, où le comportement est encore différent. Enfin, on a rarement fait du luxe, mais on voit très bien, en fait, sur des produits un peu complexes, dès qu'il y a un doute, ça freine complètement l'utilisateur. En fait, il a tendance à sortir du parcours, aller se renseigner ailleurs, etc. Donc voilà. Ok, merci Olivier. Alors, il y a Jérôme qui nous dit c'est conscientiser une décision émotionnelle. Alors oui, c'est vrai que c'est un travail compliqué, ça. Merci Jérôme de nous rappeler à l'ordre là-dessus. Et j'aimerais bien qu'on demande aussi à Philippe, l'homme au trou dans la raquette, ce qu'il en pense de cette technique et de cette méthode, notamment au niveau de la dynamique commerciale. Est-ce que le fait de vouloir analyser le parcours point par point, est-ce que ça va dynamiser la force commerciale ou est-ce que ça va au contraire la mettre dans une espèce de carcan un petit peu, d'avoir à respecter étape par étape un peu des choses? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je ne pense pas que ça va les mettre dans un canevas un peu trop serré. Je ne sais plus.
ou je l'avais entendu parce que ça fait plusieurs fois que je vois Gabriel expliquer sa méthode. Et à un moment donné, il rappelait la notion en fait de divergence-convergence avec la notion de rassurer un client. Et c'est en fait quelque chose commercialement, on l'oublie très très souvent. Je pense que Gabriel ou Patrice disaient qu'en fait lui-même n'y arrivait pas trop, il oubliait de le faire. Et c'est vrai que quand on présente une solution, on présente une méthodologie, etc., donc on est extrêmement enthousiaste, on ouvre plein de portes, mais au sommet, en fait, le gars, en fait, il dit non, mais c'est too much, quoi. C'est too much au niveau, même pas au niveau financier, mais au niveau d'implication personnelle, des ressources et tout. Et à un moment donné, il ne faut pas quitter le client à cette étape-là, parce que là, il est hyper inquiet. Il est hyper enthousiaste, mais il est super inquiet. Et donc, à un moment donné, il faut essayer d'arriver à l'étape suivante, c'est on réduit un petit peu la voilure du projet, on prend déjà les premières décisions, et puis à ce moment-là, on est reparti pour une autre réunion qui sera constructive. Et ça, je trouve que c'était je pense que ça doit arriver à pas mal de commerciaux, quoi. Et donc, le fait d'avoir une méthodologie comme ça qui explique le parcours émotionnel de l'autre côté, je trouve que c'est intéressant. Donc là, je trouve que ça peut vraiment aider les commerciaux. Maintenant, le principal problème des commerciaux, et j'en fais partie, je fais partie de la minorité, les commerciaux lisent très peu. Ils lisent des bouquins qu'on leur a expliqués, en fait, parce qu'en fait, ils ne lisent jamais les bouquins. Ils reçoivent des syllabus, etc., mais ils reçoivent la formation qui explique ce qu'il y a dans le syllabus. Et donc, c'est vrai que je m'échine souvent à me battre contre le marketing qui n'écoute pas suffisamment les commerciaux, mais les commerciaux, malheureusement, ne s'occupent pas assez des stratégies marketing, quoi. Donc là, c'est un problème de fond, ce n'est pas lié à la méthodologie. Mais moi, je trouvais que c'était quand même assez… moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Je savais qu'il fallait gérer cet élément-là et ça m'a rappelé de ne jamais l'oublier, quoi. Pour moi, c'est une belle piqûre de rappel. Et encore une fois, je ne sais plus lequel de l'a dit ou vous l'avez dit en même temps. Donc voilà. Gabriel a un poster, je crois, à nous montrer. Vas-y, Gabriel. Non, c'est pas un poster, c'est un bouquin de Blair Haynes, mais c'est pas dans celui-là que j'ai appris ce que tu racontes. Blair Haynes, qui m'a beaucoup aidé à débloquer mes talents de commerciaux en agence. C'est quelqu'un qui forme les patrons d'agence au commerce. Et il avait une méthodologie de vente en 3 temps qui était d'abord help the unaware, donc aide ceux qui ne savent pas, et donc faire beaucoup d'éducation, c'est un peu de l'inbound marketing, etc. Et la deuxième étape consistait à inspire the interested, donc soit vraiment dans l'inspiration pour les gens qui sont intéressés, avec beaucoup d'enthousiasme, avec plein d'idées, du foisonnement d'idées. Et là-dessus, j'étais assez bon à l'époque, et je pense que je suis toujours pas trop mauvais sur le côté inspiration, mais j'étais très mauvais pour la troisième étape qui était reassure the intent, donc rassure les intentionnistes, donc ceux qui sont prêts à payer. Et donc, tu dois changer en fait de profil comportemental dans ta vente. Tu étais hyper enthousiaste avec ton futur acheteur, tu lui as donné plein d'idées, etc. Et quand tu sens que tu l'as ferré, comme à la pêche, quoi. Là, tu dois changer et tu dois être vachement structuré. Et tu dois passer d'un truc où tu es assez créatif, où tu as pas mal d'idées, à un truc où tu commences par dire, bon, bah voilà, le truc que je veux vous vendre, c'est un atelier. L'atelier, il va commencer à 9h précise. De 9h à 9h15, on va se présenter. À 9h15, on va commencer le canevas. À 12h30, on aura fini. À 14h, quand on aura repris, on fera le parcours d'achat pendant une demi-heure. Donc, à 15h, on aura un parcours d'achat. On va pouvoir, pendant 2h30, faire la matrice d'acquisition et faire la synthèse à 17h. Et là, on arrive à quelque chose qui devient hyper rigide, mais ça vient rassurer le client qui est sur le point de signer et qui a besoin de cette rassurance, de ce cadre rigide pour se dire ouais, tout ce qu'il m'a raconté avant, tout ce qu'il m'a inspiré, en fait, c'est hyper solide, c'est hyper structuré. Et la méthode marche, et il l'a faite plein de fois, et il sait exactement comment ça va se passer, donc je cite. Et ça, je ne savais pas passer de l'inspiration à la réassurance. Non, mais à la base, c'est contre-intuitif. Hein. Complètement. On te paye pour être inspirationnel, etc., et pour faire rêver les gens, mais à un moment donné, tu dois avoir cette capacité de switcher. Et une fois que tu l'as compris, c'est assez facile, quoi. Et c'est plus la même personne, en fait, que tu as en face. C'est plus le même client, parce que vu qu'il s'apprête à signer, il commence à flipper. Voilà, exactement. Alors, parce qu'il commence à flipper, il n'a plus envie d'être rassuré, il n'a plus envie d'être inspiré, il a juste envie qu'on lui donne un cadre et qu'on lui tienne le stylo et pour qu'il puisse signer, quoi. Voilà, exactement. Et alors après, au niveau C, ça c'est les capacités des bons commerciaux. C'est qu'à un moment donné, une fois que tu as parlé, etc., il faut vraiment cibler. Et après, tu t'orientes uniquement par rapport aux gens qui t'ont écouté et qui ont donné quelques signaux d'achat, quoi.
Mais donc, au moment où tu essayes de ferrer, tu ne peux pas ferrer tout le monde, quoi. Tout le monde le sait, quoi. Ceux que tu n'as pas inspirés, t'as pas besoin tu ne vas pas les ferrer, quoi. Oui, donc voilà, ça c'est un processus. Maintenant, pour revenir au niveau de savoir qui est ton client, savoir quels sont mes clients, moi, c'est assez paradoxal dans le sens où je suis tout en haut et tout en bas. Et c'est le milieu où je ne suis absolument pas. Donc, tout en haut, je suis dans des grands comptes, donc des sociétés de 60 000 à 100 000 personnes, où là, je parle avec le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et donc, je bypasse complètement le marketing. Et pour autant que je sois invisible, en fait, je reste là très, très longtemps. Parce que justement, le marketing n'ose même pas demander le patron comment ça se fait qu'il est bavard sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, en fait, j'ai des indépendants, des gens de One Single Man Company, qui achètent la même prestation pour le même prix, mais eux ont compris que ça marche. Mais par contre, au milieu, donc des agences, des sociétés de 200 personnes, par exemple, j'arrive pas à les convaincre. Et donc maintenant, je le sais, quoi. Donc après, ces gens-là ne m'intéressent pas, quoi. Donc moi, je m'occupe des tout grands et des tout petits. Et ce qui est marrant, c'est que le discours que j'utilise peut être le même. C'est très surprenant. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir deux discours différents par rapport à ces deux cibles. Par contre, en termes d'efficience commerciale, moi, j'aime beaucoup quand le marketing vient mettre comme ça, etc., de rendre la vente plus productive et de se focaliser sur les bonnes choses. Et déjà, la première étape, c'est de savoir à qui je m'adresse, quoi, et à qui je fais vibrer. Mais c'est très surprenant de faire comme ça ce grand écart. Et honnêtement, on produit la même chose. Ils payent tous le même prix pour la même chose, avec la même méthodologie. Et après, voilà, tu vas expliquer ça à un directeur commercial, c'est difficile à imaginer. Ben non, je veux vendre ça à tout le monde. Ça ne marchera pas. Donc on sait à qui on peut vendre, à qui on ne peut pas vendre. Bon, maintenant, savoir pourquoi les gens achètent. Voilà, Olivier le rappelait, donc il essaie de poser systématiquement la question, mais en fait, les gens répondent rarement à la question que tu poses, quoi. Là, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous avez trouvé facilement? Oui, j'ai trouvé facilement. Ils répondent à la question, quoi. Ils n'ont pas derrière vraiment. Je ne sais pas comment il faut poser cette question-là. Alors, posons la question à Émilie, justement. Émilie, est-ce que tu as été rassurée par Gabriel? À quel moment tu as été rassurée? Non, comme ça, je vais le remercier publiquement de sa patience. Et celle de Bertrand, surtout parce que c'est beaucoup avec Bertrand qu'on a discuté avant d'arriver à signer. Et en fait, c'est tombé dans une période qui était un peu compliquée pour nous. Donc, c'était plus que de la réassurance, c'était de la patience qu'il fallait pour nous. Ah oui. Alors, quelqu'un m'a mis dans le chat, mais je ne veux pas vous dire qui, que en fait, moi, je n'étais pas très rassurant. Non, je vous confirme, puisque pour reprendre ton exemple, Gabriel, je ne t'ai pas dit qu'à 19h15, on parlerait de ça, à 19h30, on parlerait de ça, à 20h, on aurait fini. À 20h34, je poserai une question saugrenue, et ainsi de suite. Donc, effectivement, mon modèle n'est pas très rassurant. Donc, je vais m'inspirer de tes conseils, je vais essayer de devenir plus rassurant. Est-ce que tu crois que ça va marcher? Ça dépend ce que tu as à vendre. Là, en l'occurrence, on est sur un webinaire informel, donc oui. Ça nous a pas tous demandé beaucoup d'argent pour s'inscrire, etc. Donc, il y a peut-être moins besoin de rassurer que si la participation au webinaire était de plusieurs centaines d'euros. C'est clair. Mais cela dit, il y a quand même des cotisations pour devenir membre du club. J'ai aussi des partenaires. J'ai Frédéric qui est dans la salle, qui représente Cision. Je ne sais pas si tu nous entends, Frédéric. Est-ce que tu as besoin d'être assuré? Quand tu signes un contrat avec un prestataire, est-ce que la partie réassurance est importante ou est-ce que c'est plutôt la partie inspiration? Quand j'achète, la partie confiance est importante, donc je pense qu'il y a une partie inspiration qui est. Je crois qu'il faut que tu mettes un peu plus fort. Vous m'entendez? Ah, c'est parce que j'ai. Ah, là, ça va mieux, là. Bravo, donc, la partie confiance est importante, donc le ressenti que tu peux avoir avec les personnes, moi, est important dans mon processus d'achat, mais je pense que c'est un peu normal. Et ce que Philippe racontait, c'est marrant parce que, en fait, je pense que dans les grands comptes, tu disais que tu t'adressais au numéro 1 ou au numéro 2, mais parce que finalement, ils sont dans un processus d'achat quasiment personnel, comme un entrepreneur seul.
Et en fait, en réalité, en B2B, c'est pareil. C'est juste une histoire de. Enfin, souvent, c'est juste ça. C'est juste une histoire de rencontre, de fit entre des personnes à un moment donné, un bon contexte. Et puis voilà. Et puis après, moi, je suis ravi d'écouter Gabriel parler avec passion de ce qu'il fait. Il y a longtemps que je le suis. Il a changé de couleur. Il est passé du blouson un peu violet à la blouse blanche. Mais sur le fond, ça. Et sur le fond et sur la forme, c'est toujours agréable à écouter. Donc, j'ai encore le blouson. Il ne faut pas provoquer ce garçon. Et en tout cas, il y a plein de sujets, il y a plein de choses passionnantes qui sont ressorties et que nous on peut vivre. Alors, on est dans un contexte peut-être un peu différent. J'ai quand même une grosse équipe de vente, mais j'ai toujours travaillé de manière très proche avec le marketing. Et notamment, il y a quelque chose que moi je m'applique vraiment, c'est que j'ai toujours dit à mes commerciaux que je me foutais royalement si 100% de leur chiffre d'affaires était d'origine marketing. Et je pense que c'est une erreur que font les directions commerciales de pas avoir ce postulat, parce qu'au final on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est qu'on atteigne nos chiffres. Et moi, vraiment, si 100% ça vient de lead marketing, mais je suis ravi. Et du coup, ça enlève un biais, je pense, de compétition un peu bizarroïde qui existe entre marketing et vente. En tout cas, moi, je l'ai toujours appliqué et honnêtement, ça marche bien. Et je suis assez étonné qu'un truc aussi simple, les gens le fassent pas. Je vois pas où est la problématique. Et puis voilà, mais je trouve que c'est bien cette approche méthodologique que tu proposes, parce qu'en fait, nous, on fait beaucoup de choses au niveau marketing, influence, RP, qui sont naturellement les premiers peut-être systèmes de inbound qui ont jamais existé. Et en même temps, on est toujours à se poser la question, de se dire, mais est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'on approche la bonne chose? Je sais que Cindy, qui s'occupe du marketing chez nous, en ce moment, elle est un peu challengée, parce que finalement, on a des très bons résultats en termes de lead, chaud ou tiède, probablement les meilleurs du groupe. Mais en même temps, à l'origine, on lui demande de la data, bizarrement, pour lui dire, mais quand tu fais telle action, quelle data tu attends de ce truc-là? Et moi, ma posture, c'est plutôt de dire, regardez plutôt le résultat final. Je pense que c'est plus efficace. Mais ça crée une forme de toujours se dire, il y a tellement de possibilités que est-ce qu'on fait bien? Nous, on ne fait pas d'ABM aujourd'hui. Est-ce qu'on devrait en faire, par exemple? Typiquement, tu t'en parlais. Et j'aime beaucoup ce dont tu as parlé, cette approche un peu méthodologique que la méthode a l'air de proposer. Donc merci. Il y avait longtemps que je voulais assister à une de tes conférences et je me suis connecté par-ci par-là, mais jamais pu en profiter comme ça. Donc j'ai bien fait de venir ce soir. Merci Frédéric, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Donc, Ouais, tout à fait. J'ai envie de dire que c'est toujours dans le club du marketing émotionnel que ça se passe. Mais bon. Pas toujours. On se croisait un peu en dehors aussi, mais en l'occurrence, je trouve que il y a une sacrée évolution, que je suis un peu de loin, mais écoute, avec plaisir pour rediscuter de ça l'année prochaine, j'espère qu'on pourra se croiser. Ouais, avec plaisir. La méthode marche super bien. Vraiment, je suis très content. Et c'est vrai que c'est intéressant de donner des cadres et des structures. Ce que tu as dit là sur le commerce, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a cette rivalité entre le commerce et les ventes très souvent. Et souvent, ça vient d'en haut, et effectivement, le patron entretient la rivalité plutôt que d'essayer de vraiment aligner les équipes. Et nous, ce qu'on réclame, c'est de se dire, on a le même objectif. Enfin, l'objectif, c'est d'apporter plus de clients, d'en signer plus vite. Et ça ne peut marcher que si, comme marketing et vente sont alignés et travaillent ensemble. Et pour réussir ça, faut que la direction travaille cet alignement, regroupe les gens, mette au cas où une seule tête au-dessus de tout ça pour s'occuper de l'ensemble du process, et ne soit pas et je l'ai vu souvent malheureusement, des directions qui vont privilégier l'un ou l'autre, susciter des rivalités, demander à l'un de dire que c'est la faute de l'autre et vice-versa. Et ça peut pas marcher, surtout dans des parcours d'achat qui aujourd'hui sont devenus beaucoup plus complexes, beaucoup plus digitaux aussi, donc beaucoup plus du côté du marketing qu'avant, mais avec des allers-retours. Et il y a des parcours où c'est le classique, c'est le marketing crée les leads et les ventes convertissent les leads.
mais il y a des cas de figure où c'est le commerce qui crée les leads, le marketing qui les nurture et le commerce qui les close. Et les parcours sont comme ça de plus en plus entremêlés entre marketing et vente. Et on ne peut pas continuer à garder des silos entre ces deux directions, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis l'autre point qui est intéressant là sur les trois phases de la vente là, c'est plutôt rigolo. Mais moi, si je regarde ce qu'on fait chez nous, finalement, l'inspiration elle vient du marketing et puis la dernière phase elle vient du commercial. Et je pense que c'est un peu ça quand même ce qui fonctionne bien aussi, c'est que, enfin, t'as phrasé ça, j'avais jamais vraiment pris conscience de ça, mais je sais que moi, je suis toujours un peu frustré par mes commerciaux parce que je trouve que globalement, ils manquent de curiosité, ils manquent justement de cet aspect d'inspiration. Et Philippe le disait, les commerciaux lisent pas assez et tout, mais moi, c'est même pas qu'ils lisent, c'est juste, je comprends pas pourquoi ils sont pas là ce soir, quoi. C'est des choses qui me dépassent. Et en même temps, finalement, de toute façon, comme je suis frustré depuis des années depuis ce sujet, quels que soient les commerciaux, je pense que c'est pas ça leur qualité, c'est plutôt cette capacité en bout de ligne, finalement, d'être en capacité, justement, d'exploiter cette compréhension d'un processus de vente et puis de le mener à terme, quoi. Et après tout, pourquoi pas, si c'est comme ça, c'est très bien. Donc je vais me coucher plus heureux ce soir grâce à votre discussion. Merci Frédéric, c'est encourageant. Eh ben, chers amis, je vois Est-ce qu'on a encore quelques questions? Est-ce que vous avez encore des sujets à aborder avec Gabriel et Émilie sur son retour d'expérience, sur la façon dont on peut utiliser cette méthode pour finalement revoir notre stratégie marketing? Et j'aimerais qu'on revienne là-dessus, peut-être pour les quelques minutes qui nous restent, Gabriel. Parce qu'au départ, tu as dit il y avait cette idée qu'il n'existait pas une méthode finalement pour bâtir un plan marketing, un plan stratégique. Est-ce que là, on est dans cette idée d'avoir un nouveau plan marketing? Est-ce que la finalité de l'usage de la méthode, c'est ça? Oui, et même au-delà, et on l'a mis sur la couverture, on dit le guide ultime pour construire pas à pas son plan marketing barré d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Ça, c'est ce qu'on met sur la couverture. Donc oui, la finalité, c'est créer un plan marketing, mais avec ce qu'on vient de dire sur l'alignement communication, marketing, vente, pour moi, il faut arrêter de penser au plan marketing et au plan d'action commerciale de l'autre et au plan de com de l'autre. En fait, il faut faire les trois en même temps. Quand on construit sa stratégie, c'est une stratégie d'acquisition. L'objectif, c'est d'acquérir des nouveaux clients. C'est pas d'être bon en marketing ou d'être bon en commerce. L'objectif, c'est d'avoir plus de nouveaux clients. Et pour ça, il faut que com, marketing et vente bossent ensemble. Donc, quand ils construisent un plan, que ce soit un plan construit ensemble sur la base de cette compréhension du parcours d'achat et avec des actions au bon endroit parce qu'on a fait une analyse détaillée. Et donc, ça ne sert à rien systématiquement de donner les gros budgets à la com ou au market. Parfois, c'est aux forces de vente qu'il faut donner les budgets parce que il faut vachement prendre de temps pour leur construire des playbooks, leur donner des bons outils de vente de sales enablement, et que c'est là-dessus qu'il faut mettre le budget parce que le trou dans la raquette, il est à la vente et il n'est pas à la com ou au marketing. Et faire du bon sales enablement, construire des bons playbooks, ça peut coûter de l'argent. Et parfois, quand on construit ce plan d'acquisition et qu'on se rend compte que les commerciaux sont pas assez outillés, qui racontent un peu n'importe quoi parce qu'on leur a pas donné les bons playbooks, les bons process, les bons contenus à partager au bon moment, etc. C'est à eux qu'il faut donner de la thune. Et c'est pour eux qu'il faut construire ces outils-là, les équiper en tablette s'ils continuent à se déplacer, etc. Ou les équiper en super outils de remote selling qui permettent de faire de la démo. Parce que c'est ça qui va fluidifier le parcours d'achat. Et Gabriel, il y a une question sur, tu vois, qui va te permettre de montrer ton talent de réassurance là. Une question sur le temps. Ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage d'employer cette méthode. Est-ce qu'une journée d'atelier, ça suffirait?
Là-dessus, Émilie peut témoigner. On a fait une journée et demie parce qu'on a travaillé aussi sur le positionnement. Mais la méthodo, elle fonctionne très bien sur une journée d'atelier, avec, comme je le disais, la matinée sur le Canva, la fin de matinée ou le début d'après-midi sur la formalisation du parcours d'achat, 2-3 heures de brainstorming pour trouver les idées. Après une priorisation, on a vachement dégrossi ce plan d'acquisition. Après, bien sûr, si on veut le formaliser, si on veut faire un PowerPoint complet, il faut du temps de restitution, de rationalisation ou de post-rationalisation. Mais sur une journée d'atelier en collectif, on atteint un consensus. Émilie ? Il ne faut pas que ça débatte trop, en fait. Hein. Non, je plaisante. Une journée, c'est bien pour dégrossir. Je pense que si on veut aller jusqu'au bout du bout, lister les ressources et tout ça, ça nécessite peut-être un peu plus de temps quand même. Bien sûr, ouais, mais ce que je veux dire, c'est la journée en atelier collectif pour faire ce travail de convergence-divergence, enfin de divergence-convergence plutôt dans l'autre sens. Et puis après, il y a bien sûr du temps en plus, des allers-retours en plus pour passer à l'action, pour finaliser le travail. Mais une journée de collectif permet vraiment de vachement dégrossir les choses et d'arriver à un consensus qu'il faut bien sûr affiner après, quoi. Ok. Bertrand, si tu es avec nous, je ne sais pas s'il est avec nous, Bertrand. Je crois qu'il est là. Je crois que Bertrand est parti. Il est parti. Non, il est là, pardon. Il n'a pas de micro. Et ce qui peut être rassurant, c'est que la journée d'initiation est à 10 000 €. Quoi. En général, le gars signe. Ah oui, tout de suite. Bertrand, qu'est-ce que tu en penses? C'est rassurant? Moi, je suis un peu jugé parti sur cette question-là, donc je vais pas m'exprimer, mais je trouve, oui, que c'est une approche qui s'explique bien, qui est rassurante. Côté commercial, je trouve que ça se passe très bien, effectivement. Gabriel, un mot pour conclure peut-être sur les perspectives de la méthode. Est-ce qu'on va tous adopter cette méthode? À qui ça s'adresse tout de suite, là, maintenant? Ça s'adresse à vous, à nous, enfin à tous ceux qui ont besoin de construire leur stratégie d'acquisition, d'aligner leurs équipes marketing-vente. Donc c'est plutôt, ça s'adresse à des directions marketing, à des directions commerciales ou à des directions générales, directions com. C'est un peu moins efficace pour des indépendants et on me pose souvent la question parce que quand on est indépendant, on va très vite manquer de moyens pour appliquer toutes les bonnes idées qu'on a et que la phase de priorisation à la fin, elle priorise par l'absence de budget. Et là-dessus, on va dire que les leviers accessibles à des indépendants sont quand même plus le bouche à oreille, faire son propre blog, aller sur des plateformes qui font le marketing à votre place. Et donc, on va dire que le bouquin, si c'est pour construire sa stratégie d'acquisition d'indépendants, c'est pas nécessairement le plus efficace. Il faut quand même avoir un peu de budget pour produire des contenus, pour mettre à jour son site web, pour faire des flyers, ce genre de choses. Mais j'ai plutôt le sentiment que le bouquin s'adresse après à des étudiants qui veulent mieux comprendre l'acquisition, mieux comprendre les sujets marketing, savoir faire des plans marketing quand ils seront en poste, à des gens en entreprise, à des professeurs. Effectivement, que tu le disais, alors je ne suis pas le plus à même pour répondre si cette méthode va être adoptée par tous, mais en tout cas, j'ai cette ambition-là. Et j'ai l'ambition d'apporter une méthode avec les 22 personnes avec qui j'ai bossé qui va se propager, être utilisée comme Alexander Osterwalder a réussi à propager le business model Canva ou le value proposition design. J'ai cette ambition-là, je travaille à la traduction du livre en anglais et puis comme je le disais, j'ai pris goût à ce travail méthodologique et on travaille donc sur d'autres méthodes. On a parlé de Customer Experience Redesign, donc plus sur les sujets d'expérience client et de satisfaction client et de fidélisation. On travaille aussi sur une méthode qui va s'appeler Journey Based Selling, donc l'idée de vendre en fonction du parcours d'achat et qui va aider les équipes commerciales à construire leur séquence de rendez-vous, les R1, les fameux R1, R2, R3, à savoir
quoi raconter dans chaque rendez-vous, bien mettre en place des étapes de go-no-go avec des arbres de décision pour savoir si après tel rendez-vous on continue pas, et qu'est-ce qu'on raconte dans le rendez-vous suivant. Et je réfléchis aussi à des outils pour aider ça. Et effectivement, on vient de l'évoquer, les forces commerciales sont souvent les parents pauvres des budgets et de l'outillage. Et finalement, on aligne des hommes, mais pas beaucoup d'outils et pas beaucoup de stratégies pour les aider, pour les accompagner. Là, avec cette méthode journée-based selling, on va mettre vraiment beaucoup plus de marketing directement à leur service. Et pas faire du marketing pour générer plus de leads, mais faire du marketing pour que les commerciaux convertissent mieux leurs rendez-vous et gèrent mieux les étapes entre chaque rendez-vous, les phases de go-no-go, etc. Donc, ouais, il y a un vrai plaisir à bosser sur des méthodes. Et le dernier bouquin, je vous ai dit qu'il y en avait 4. Il y en a un sur le marketing RH et un sur l'organisation des équipes marketing. Parce qu'une réflexion aussi, c'est de se rendre compte que avec la prise de pouvoir du client, du marketing, de la data, du marketing digital, les directions marketing sont devenues souvent hypertrophiées dans les organisations. Elles font un peu tout, elles font de l'acquisition, elles font du marketing RH, elles font de l'expérience client. Et on a toute cette connaissance client qui est au marketing, mais qui la production continue à produire, alors que c'est elle qui devrait porter l'expérience client et pas le marketing. Le marketing RH, il devrait être vraiment au RH et pas au marketing. L'acquisition, pour moi, ça doit être une organisation qui mélange marketing et vente, et on doit arrêter de séparer marketing et vente. Donc, on a une vraie réflexion sur comment sortir de ce marketing hypertrophié pour faire des organisations qui soient vraiment orientées client et où cette expertise du client soit partagée dans l'ensemble de l'entreprise et pas concentrée au marketing. Donc voilà, il y a plein de sujets intéressants. Plein de sujets, plein d'ambitions. Une dernière question pour toi, Gabriel. Est-ce que ça marche dans l'enseignement supérieur? C'est-à-dire? Est-ce que ça marcherait dans des écoles Ah ouais, on bosse avec le SCP, donc, et on a appliqué la méthodo avec le SCP pour comprendre les parcours de décision des étudiants pour aller en master ou pour aller en bachelor, etc. Et on le voit que dans leur parcours d'achat, en tout cas pour les bachelors, ils ne sont pas tout seuls, il y a les parents qui participent à ce parcours d'achat. Et qu'il s'agit de bien comprendre les interactions entre l'étudiant, ses parents, comment se fait la décision. Il y a une question de temporalité très forte. On parlait tout à l'heure des inscriptions, des concours, ce genre de choses qui vient rythmer la temporalité des parcours. Donc ça marche vachement bien. Non, tu ne me prendras pas en défaut, ça marche pour tout. Mais j'essaye pas, c'est une question. Non, mais je plaisante. Une question posée par Nadia qui nous écoute et qui a envie de savoir. Il y a 2 Nadia dans la salle, mais c'est une des 2 Nadia. Voilà. D'accord, j'avais pas vu. Et donc, bravo, voilà, c'est une belle réponse, ça marche pour tout le monde. J'aimerais bien que ce soit effectivement inspirant pour tout le monde. J'espère que… Alors, Émilie, peut-être un petit mot de conclusion. Est-ce que ça va dynamiser Smart? Est-ce que ça va faire du bien aux équipes? J'espère que ça va nous remettre déjà un peu au clair sur les messages, parce qu'on essaye de trop en dire en permanence et du coup, on dilue notre propos. Bon, tout ça est positif. Bien sûr. Oui, Gabriel. Je voulais remercier Émilie pour sa participation, c'était sympa. J'allais le faire. J'allais vous remercier tous, et c'est bientôt l'heure du couvre-feu, donc rentrez chez vous. On se verra bientôt dans d'autres circonstances, je l'espère. En tout cas, merci Émilie pour ce témoignage. Merci Gabriel pour ta présentation, tes réponses aux nombreuses questions de nos amis. Merci à Frédéric, à Philippe, à Bertrand, à Nadia, etc. À ceux et celles à Olivier, bien sûr, qui était avec nous, qui ont contribué à rendre ce débat, je pense, très riche. On peut en parler longtemps, Gabriel, il y a plein de choses à dire sur la méthode. Et je crois qu'on a fait pas mal le tour. Il reste à apprendre, de mon point de vue, à tous ces gens
Et c'est peut-être intéressant d'y revenir dans ton journée d'achat, enfin client, à apprendre à raconter la bonne histoire. Et je pense que c'est assez important. En effet, le message qu'on va envoyer doit être adapté avec ce parcours finement étudié, comme tu le proposes dans la méthode. Donc, il y a effectivement la convergence, pour utiliser ce mot-clé, entre la méthode commerciale, peut-être, hein, et puis la pertinence des propos et des histoires qu'on raconte pour à la fois inspirer et rassurer, puisqu'il nous faut faire les deux, évidemment, pour conclure un deal. Voilà, merci. C'est un vrai sujet du bouquin qu'on écrit là sur les ventes, ouais, et les parcours d'achat dans la vente et les successions de rendez-vous. Il y aura tout un sujet sur les histoires à raconter à chaque rendez-vous. J'espère que tu m'inviteras tu as tous mes bouquins, tu participeras à cette participation, parce que c'est exactement ce que je fais avec les équipes de Frédéric en ce moment. D'accord. Pour justement et là-dessus, il y a un bouquin que m'a fait lire, j'ai oublié son nom, Loïc Simon, sur 7 Stories Every Salesperson Must Tell, ouais, qui est un super bouquin qui m'a beaucoup inspiré, cette idée de dire que le storytelling, c'est pas que pour le marketing, et c'est même beaucoup mieux quand c'est la vente plutôt qu'au marketing, en fait. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. Voilà, merci à tous. C'était un after émotionnel passionnant, vraiment, de ce club du marketing émotionnel. On aura bientôt rendez-vous en janvier. Je vous communiquerai les dates très prochainement avec de nouveaux intervenants passionnants. On parlera marketing responsable, avec cette vision éthique qui s'empare des marques de grande consommation, notamment des marques alimentaires. Comment est-ce qu'on va avancer vers un marketing plus responsable, plus éthique, plus en conformité avec nos attentes et nos changements de comportement. Voilà, d'ici là, je remercie bien sûr mon partenaire que je vois à l'écran, coucou Frédéric Cision, mais aussi Fanvoice qui n'était pas avec nous ce soir, mais qui peut-être verra un replay si j'arrive à le faire. Et en tout cas, merci Émilie, merci Gabriel, merci à tous. Passez une très très belle fin de soirée ou une très belle soirée chez vous, et puis de belles fêtes. Et j'aurai plaisir à vous retrouver bien sûr pour la suite des aventures du club du marketing émotionnel. À très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Merci Gabriel. Bonne fin d'année. Salut.